Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de Cinéma Anonyme, le podcast destiné aux amateurs de films et cinéphiles amateurs. Dans nos versions swap, à tour de rôle, on propose un film à l'autre et on revient la semaine d'après pour en parler. Moi c'est Yann, Moi c'est Seb. et aujourd'hui on parle de cohérence. Je sais pas, je devais avoir 13 ans, 14 ans, max. Et je m'étais fait tout un film en me disant putain, qu'est-ce que ça serait cool qu'à un moment donné, je sorte du collège Ouais, et que je tombe face à un mec qui vient me voir et qui me dit Seb, je suis toi du futur en fait. ouais, Histoire d'entamer une conversation qui va amener vers plein de trucs différents, quoi. ouais. Mais je m'étais même créé des codes de type ah ouais, vraiment, alors si tu es vraiment moi plus tard, Ouais. tu sais très bien que à la question que je vais te poser maintenant, tu vas répondre ça. Et sans avoir à poser la question, j'avais déjà les réponses qui étaient préparées. J'avais Ok. une réponse qui était chiffrée par rapport à une ref que je peux pas dire si jamais il y a un mec qui veut se faire passer pour moi plus tard. Il y avait une question avec une réponse chiffrée et une question avec une référence par rapport à un truc que j'adore, quoi. Et de pouvoir après entamer toute une conversation pour te dire bon voilà, peut-être que si un jour tu arrives dans telle configuration, prends ce chemin plutôt qu'un autre, tu vois, pour essayer de te guider et même en tant que gamin de pouvoir te dire mec, qu'est-ce qui va se passer plus tard, tu vois, Ouais. te donner des tuyaux. Tu savais quelle question tu poserais au futur toi ou pas? Bon, ça dépend. Bon, quelques-unes, ouais. À l'époque, il y avait quelques questions que j'avais en tête et Tu peux les dire ou pas? non, parce que c'est toujours pareil, tu vois. Parce qu'après, il y avait aussi le système inverse. À un moment donné, quand j'ai grandi, je me suis dit, putain, mais en fait, là, j'arrive à l'âge où je me dis que peut-être je serai ce mec du futur qui va partir voir mon Ouais. moi du passé. C'est- Et du coup, je sais aussi les réponses sans influencer, mais dire, bon, là, s'il se passe ça tel jour, fais tel truc, prends plutôt cette Ah ouais? décision. Ouais, ouais. Et c'est trop personnel pour que tu en parles? Ben non, on peut en parler de plein de trucs. Qu'est-ce que tu dirais à ton ancien toi? Bah déjà, par rapport aux gamins, te dire, t'inquiète, mec, t'es puceau pour l'instant. Un jour, t'en fais pas, ça va bien se passer, y a pas de problème. Ah, c'était une inquiétude à l'époque? Non, bah, tu sais, quand t'es gamin, tu sais, Ouais, quand non, t'as c'est 13, sûr. 14 ans, tu te poses des questions, tu te dis pourquoi pas moi, fais chier, quoi, tu vois. Et donc, il y avait ce genre de questions-là. Ouais. Mais après, d'autres questions qui étaient plus de l'ordre de comment ça va se passer plus tard. Pas Ouais. du personnel, justement, mais du général, de dire, bon, alors, par rapport à l'environnement, par rapport, pas environnement, la nature, tout ça, Ouais, mais ouais. l'environnement dans lequel on est, comment Mhm. ça va se passer, est-ce que c'est du positif, est-ce qu'il va y avoir des catastrophes, des trucs un peu plus complexes. Donc t'as envie de dire à ton jeune toi, t'inquiète, ça va aller quoi. Ouais, t'inquiète, ça va aller, ça va Ouais. rouler. Mais après, te taper des kiffs en disant, oh, là, tu verras, ça va être fun. Là, vas-y, pousse un peu plus parce que ça peut être encore mieux. Ouais, des trucs comme ça. Et inversement, des inquiétudes aussi qui sont nées par rapport à ça. Parce qu'après, tu te dis, ok, mais imagine le toi du futur qui débarque, c'est Evil Seb. Tu vois que le mec, en fait, il veut du mal. Donc, c'est pour ça que tu avais des questions qui étaient orientées, histoire de dire, putain, le mec, s'il est complètement fou, faut que je fasse super gaffe. Mais en Ouais. même temps, le mec, c'est moi, donc il sait comment je vais interagir avec lui. Donc, ouais, je m'étais tapé des kiffs monstrueux quand j'étais plus jeune. Ce serait trop marrant que ce soit une grosse surprise, tu sais, que ce soit un mec, il a des katanas dans le dos, il est tout barbu, tout sale, tu vois. Non, bah alors ouais, et puis le mec, en fait, il vient d'un monde post-apo. Ouais, et Non, puis il vient non. et qu'il te dise, ah putain, c'est la merde, mon Mec, gars. en fait, t'es le John Connor du futur, déconne pas, gros. T'imagines? Il te donne un lance-flamme, il te dit, tu vas en avoir besoin. Je vais t'apprendre. Non, mais pas comme ça, mais vraiment juste deux mecs en fait qui se rencontrent, mais ils ont tout en commun et du coup Ouais. l'un donne des tuyaux à l'autre pour même être encore mieux. Après, il y avait même des questions qui étaient plus orientées justement par rapport au prof, Ouais. de dire bon allez vas-y, tu sais quoi, lui t'as tellement gonflé que la prochaine fois qu'il dit ça, tu lui dis ça, tu le pulvérises, quoi. Tu sais, en gros, tu débarques avec un savoir qui est un savoir de toi avec 20 ans d'avance, Ouais. mais même sur tout un tas de trucs, même sur des trucs qui sont passés, genre l'histoire ou des choses comme ça, quoi. Ouais, tu sors l'almanach du sport, quoi. Ouais, quasi. Non, alors, sans dire des prédictions, Ouais. mais tu sais, de dire qu'en fait, après, dans ton corps de 14 ans, en fait, t'as le cerveau d'un mec de 30, 40 ans. Donc, Ouais. Ouais. master partout, quoi. Ouais, ce serait pas mal d'entretenir une relation avec ton futur, toi. Ouais, mais juste un bref instant, tu vois, Ouais, que le mec, ouais. après, il doit vite partir ou. 10 C'était minutes. juste. Ouais, mais c'était éphémère, mais justement, j'avais tout préparé pour maximiser justement cette rencontre. Bref, à l'époque, j'étais complètement starbé. Mais ouais, c'était mon délire de quand j'étais plus jeune, quoi. Parce qu'en même temps, qui n'a jamais voulu savoir ce qui se passe dans sa vie? Bah après, ça, c'est Retour vers le futur. Ouais. Mais même de te dire, déjà, si ce que tu fais, Qu'est-ce c'est que je veux bien ou pas, devenir? quoi. Mm. Ouais, déjà, ne serait-ce savoir que ça, tu vois. Mm. Est-ce qu'au final, je suis un bon gars ou pas, quoi. Bah, direct quand t'as commencé, ça m'a rappelé le film Enemy Ouais. avec Jake Gyllenhaal, Ouais. même si ça, c'est pas son futur lui, mais en Non. tout cas c'est son double quoi. Mhm. Ça m'a rappelé aussi le morceau d'Orelsan qui s'appelle Lettre pour trop tard, Ok. où c'est lui qui parle à son lui d'il y a 20 ans, tu vois, pour lui dire justement t'inquiète, ça va aller. Putain, tu vois, je Ça savais pas. par contre, t'es pas obligé de te prendre la tête là-dessus, ce genre de truc quoi, tu vois. Et Ah ce ouais. morceau il est génial. Mais tu vois, je vais l'écouter parce que Voilà. je connais pas suffisamment Orelsan. J'ai jamais été trop curieux. Il faudrait que j'écoute. Ouais. Il fait des bons trucs. En Mais plus. celui-là, ce morceau-là, il va te plaire. Ok, j'écouterai. Très bien.
On part sur notre film ou quoi alors? Ouais, bah allons-y. Allez, aujourd'hui on va parler de cohérence. C'est Ouais. moi donc qui te l'ai conseillé, même Et- si... Alors, c'est un peu con parce que à la Pourquoi base, c'est toi qui me l'as conseillé il y a bien longtemps. C'est vrai? Ouais. Tu sais que je pensais que c'était l'inverse. Non, Je non, pensais que c'était toi qui étais venu me voir en me disant regarde cohérence. non. Bah d'ailleurs, ça devait être pas trop loin de la sortie parce que je pense que c'était à peu près il y a 10 ans. Ouais. Je me rappelle où j'étais ce Mhm. jour-là. Je me rappelle comment ça s'est passé. Vas-y, balance. Parce que moi, je me rappelle plus, tu vois, je pensais même que c'était l'inverse. On en parlera au fur et à mesure Ok. pendant que je parle de certaines scènes parce que j'ai voulu en parler, Ouais. même si on en a déjà parlé, toi et moi, mais je voulais D'accord. qu'on le fasse au micro parce que je pense qu'on n'a pas tout dit. Et en plus de ça, c'est vraiment une expérience qui était forte pour moi, quoi. Mhm. Comme Ok. j'ai dit, je m'en rappelle et il m'a décoiffé ce film. Tu vois. Ok. Bon, rentrons un peu dans la fiche technique d'abord. Ok. On y va? Allons-y. Donc, Cohérence, film de science-fiction américaine en huis clos, qui dure 1h29. Mhm. Il est sorti le 19 septembre 2013 aux États-Unis. Le titre original reste le même et le budget est tellement ridicule qu'il est à peine croyable. Ouais. Ça tourne aux alentours des 50 000 $ pour un retour d'environ 140 000 $. Ce qui est pas mal. Alors, comment est-ce possible, me demanderez-vous? Eh ben, on va tout vous expliquer. Le film a reçu 6 récompenses mineures et 6 nominations de plus. Il a été shooté en tout et pour tout avec 2 appareils Canon 5D dans le salon du réalisateur. Ce réalisateur en question, qui est aussi producteur et qui a écrit le scénario, Mhm. c'est James Ward Birkitt, et ce film est son seul vrai long métrage. Il est surtout storyboard artiste. Il a travaillé sur 3 des 5 films des Pirates des Caraïbes. Il a travaillé sur Baby Driver en 2017. Ok. The Amazing Spider-Man, le 2e opus en 2014. Mhm. Et le film d'animation Rango, qui est sorti en 2011, pour lequel il a designé des personnages, dont Rango lui-même, Ok. et prêté la voix à 3 persos. Il a fait d'autres choses, des projets stop motion, des dizaines et des dizaines de pubs, et pas mal d'autres trucs. Pour l'aider à la production et au scénario, on a Alex Manouchian, qui joue aussi le rôle de Amir dans le film. D'accord. Donc c'est eux deux qui ont pensé le scénar. Ok. À la photographie, c'est Arlene Muller et Nick Sadler qui s'y collent. À la musique, on a Christine Horn Dirud, même si je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, mais moi le haut barré, moi ça me casse le cerveau. Voilà pour l'équipe technique, passons à la distribution. Ils sont pas nombreux, donc passons-les tous. Ouais. Donc on commence par Emily, qui est jouée par Emily Baldoni, ou anciennement Emily Foxler. Exactement. Elle a fait quelques séries par-ci par-là, puis elle a joué dans Grizzly Park en 2008, Hanté par ses ex en 2009, Primal en 2010, Snapshots en 2018 et À 2 mètres de toi en 2019. Donc on peut pas dire que ça film au fait rêver, mais dans ce film, elle est quand même superbe. Mhm. On a ensuite Kevin, joué par Maurice Sterling, qui prête sa voix à bon nombre de jeux vidéo. Il a joué le rôle de Max Piotrowski dans 45 épisodes de Homeland. Ok. T'as aimé Homeland ou pas? J'ai jamais vu. Ok. Je connais l'histoire, je connais les Ouais, acteurs, ouais. mais jamais regardé. Ok. Puis après, il est apparu dans de petits rôles dans pas mal de séries comme 24, NCIS, Monk, Urgence, Les Experts Miami, Manhattan, Clermont-Ferrand. Et il est même apparu dans la saison 10 de Columbo. Sérieux? Oui, Il est tout jeune alors. à ce moment-là, ouais. Ouais. Ouais, carrément. Bah, c'est la saison 10, hein, donc ça approche des fin années des années 2000. 90. Mm. Exact. Ensuite, Mike, joué par Nicolas Brandon. Il a joué le rôle de Xander Harris dans Buffy contre les vampires. Mhm. Fan ou pas? De Buffy? Ouais. Ouais, quand on était ado, on a tous regardé. Ouais. Enfin, je dirais pas fan, mais oui. Moi, j'ai jamais on vu. a vu. Jamais vu aucun épisode? Non. Ouais, il y a des trucs qui sont cool. Hein. C'était à l'époque où j'avais pas la télé. Ah, ok. Où j'étais pauvre. C'est une série de Joss Whedon. Il a aussi joué le rôle de Kyle dans Survival Island de 2002, l'histoire d'un groupe d'ados coincés sur une île avec un démon enfermé dans une piñata. Putain, ça fait rêver. Ensuite, on a Beth, jouée par Elisabeth Grassen. Elle joue le rôle d'Amanda dans tout ce qui est Highlander. Ok. Et elle a été Miss America en 1982. Donc c'est celle qui essaie de fourguer la kétamine à tout le Ouais, monde. Hein. exact. C'est Beth. Donc oui, Miss America en 82. Quand même, hein. Ouais, ouais. Bah, elle a un truc quand même, cette femme. Ouais, c'est pas des infos que j'ai, moi, c'est des uppercuts. Moi. Ensuite, on a Lee, Le mec jouée par s'appelle. Lorraine Scarafia, une actrice qui a très peu de rôles. Elle a écrit et réalisé le film Queens avec Jennifer Lopez. Elle a aussi écrit Jusqu'à ce que le monde nous sépare avec Steve Carell et Keira Knightley. D'accord. Ensuite, on a Hugh, joué par Hugo Armstrong, qui a joué dans L'affaire Romanji en 2017 et Lucky en 2017 aussi. Laurie, qui est jouée par Lorraine Maher. Elle joue Scarlett dans les 3 premiers Pirates des Caraïbes. D'accord. Donc j'imagine qu'elle a rencontré Birkitt là-bas. Non, c'est même pas que j'imagine, c'est que je le sais. Elle a rencontré le réalisateur sur le Sur tournage. Pirate. Ok. Ouais.
Et ensuite, on a Amir, comme cité plus haut, c'était Alex Manudjian. Et Kelly Donovan, qui joue l'autre version de Mike, et qui est le frère jumeau de Nicolas Brandon. Exactement. Voilà. Qui apparaît à peu près 3 secondes. Ouais, je sais même pas quand exactement. Pour le fighter. Je crois que c'est juste. Ah, tu crois que c'est pendant la scène de. Ah, c'est le fight. Oui, c'est le fight. Ou c'est pendant la scène plus tard. Non, c'est le fight. Ok, d'accord. On en parlera après, c'est pour éviter les spoils. Yes. Et voilà, pour terminer la fiche, je vais vous dire que l'idée du film et du tournage est très expérimentale, ce qui est reflété par le budget minimaliste, et on va rentrer un peu plus en détail dans le making-of. Mais je vous en conjure, si vous ne l'avez pas encore fait, stoppez le podcast et matez ce film avant d'en connaître l'envers du décor, et revenez écouter juste après, parce que l'expérience est assez fascinante. Ouais, c'est vrai. Voilà mon petit Seb. Est-ce que tu veux nous faire un petit pitch du film ? Ouais, on peut. Alors, le film nous est présenté par l'intermédiaire du personnage de M. Alors, on commence direct. On est en voiture et elle est en train de téléphoner à son copain Kevin. Yes, M court pour Emily. Ouais, pour Emily, exactement. Donc, elle et son mec Kevin donc, sont invités à une soirée entre potes, donc un dîner chez Mike, justement, Mike et Lee, dans leur petite maison. Parce qu'ils ont une espèce de rituel de temps en temps, ils se revoient, ils se retrouvent, comme ça, ils parlent un peu du passé, de ce qu'ils font, et ça entretient un petit peu les bonnes relations de ce groupe d'amis. Ouais, et je sais pas toi, mais moi, quand j'ai vu ce film la première fois, j'ai senti comme si tout était réel. Il y a quand même ce côté, effectivement, vachement naturel. Bah déjà, ça, après, on va en parler par rapport au cadrage notamment, mais ouais, le film a cette espèce d'ambiance, t'as pas l'impression de regarder vraiment un film. Bon, le petit budget aussi, ça aide beaucoup. Mais après, il y a d'autres qui sont faits pour ça. Ça m'a happé direct, tu vois. Je me suis dit, c'est fou, il y a un truc qui sonne tellement juste, je sais pas pourquoi. Parce que même en plus, les conversations, ça parle de tout et de rien. Ça rebondit d'un mot sur une question qui amène sur une autre conversation, comme on pourrait avoir avec tes parents, avec tes potes, avec n'importe qui dans la rue. La réalité, exactement. Et on va très rapidement donc se retrouver dans cette maison. Dans un premier temps, on a les invités qui sont déjà là, qui prépare un peu à bouffer, qui prépare un petit peu la table, et on apprend un premier événement perturbateur, que justement Amir va venir, donc un de leurs potes, accompagné de sa nouvelle copine, et sa nouvelle copine qui n'est autre que Laurie, l'ex-copine de Kevin. Son copain actuel. Son copain actuel à Emily, exactement. Et on voit que le simple fait que cette nana va débarquer, ça va foutre un peu le why dans le groupe. Un petit froid. Ouais, en plus, les gens qui sont dans la cuisine au moment où on apprend qu'elle va venir, c'est on n'a pas pu dire non parce que Amir, c'est quand même un pote, mais franchement, Laurie, voilà, qu'on n'est pas chaud, quoi. Tu sens le malaise. Voilà, et effectivement, sur le visage de M, ça se voit cash. Kevin arrive à ce moment-là, il apprend aussi la nouvelle. Bon, ça fout un peu une mauvaise ambiance, mais bon, c'est pas grave. Petit cut, on se retrouve avec tous nos invités, tout le monde a débarqué, c'est super cool, et on a le dîner qui commence. Yes. S'ensuit tout un tas de conversations qui parlent de tout et de rien, des trucs plutôt sympas, des trucs un petit peu moins. Il parle notamment de la comète qui passe au-dessus de... Et j'allais y venir justement, c'est le deuxième élément perturbateur de ce film. Il y a une comète qui passe près de la Terre au moment du dîner, jusqu'à ce que, patatras, les plompettes, on se retrouve directement dans le noir. Là, on a petite inquiétude qui se passe, c'est pas grave, c'est le disjoncteur qui a pété. Vite, on sort 2-3 bâtons de lumière histoire de s'éclairer, on allume 2-3 bougies, et on a un des protagonistes, je ne sais plus lequel c'est, si c'est You, si c'est Kevin, qui regarde à l'extérieur en disant y a tout le pâté de maison qui est éteint, sauf une maison là-bas qui est éclairée. Et donc, on a, en plus de la question, pourquoi ça a pété, est-ce que c'est un rapport avec la comète, parce que la comète est quand même au centre de la conversation pendant le dîner. On a les personnages qui vont commencer à se dire, est-ce qu'on va essayer de demander de l'aide à la maison d'à côté pour essayer de rétablir un peu les trucs, sachant que You, justement, il a son frère qui, hors caméra, lui a dit à un moment donné, si dans la soirée, il se passe quelque chose de particulier, prends mon livre et appelle-moi, c'est super important, c'est presque urgent même. Donc là, il sent que c'est le moment. Voilà, il faut donc qu'à un moment donné, Hugh aille dans la seule maison où il y a un petit peu de lumière pour essayer de voir s'il n'y a pas un téléphone qui marche, parce que chez eux, il n'y a plus de réseau, les portables sont complètement HS, le téléphone fixe, pareil, ça marche pas, donc aller voir là-bas pour essayer d'appeler son frère. Déjà, moi, tu vois, à ce moment-là du film, là, j'étais à fond, là, tu vois. Alors, un petit problème qu'il y a avec le film, c'est que cette péripétie, le fait que les plombs pètent et que certains personnages décident d'aller dans la maison d'en face, qui est bien plus loin, elle est... combien ils disent, elle est à 200 mètres, enfin bien plus loin. Ça, voilà. C'est pas très loin, 200 mètres. À quelques maisons près, quoi. Voilà, mais bon, sauf qu'il y a vraiment nuit noire partout et on ne sait pas ce qu'il y a dehors. Et effectivement, il y a une espèce d'inquiétude qui plane dans ce groupe. Mais ça arrive un peu tard
dans le film. Ça arrive bien au bout de 20-30 bonnes minutes de film. Ah ouais? Ouais, Tu alors, trouves? mais c'est Tu ça, non? trouves que c'est trop tardif? Alors, c'est pas que c'est trop tardif, mais on va dire que, après, c'est aussi logique, c'est un huis clos. Et Ouais. puis, justement, le côté conversation amène justement des positions de personnages, des attitudes, tu vois, Ouais. certaines personnalités qui ressortent. Donc, ça construit justement ce groupe. Et nous, spectateurs, on arrive à créer des profils par rapport au perso. Carrément. Donc, il faut le temps que justement cette phase s'installe. Et après, tu peux déclencher les péripéties. D'ailleurs, c'est désamorcé. La péripétie arrive à ce moment-là, Mhm. mais elle prend vraiment effet encore un peu plus tard, quoi. Ouais. Mais à partir de là, ça À y partir va. de là, quoi. tout le truc du film apparaît. Le mystère qui plane autour de cet événement où la comète passe au-dessus, Ouais. le fait que les personnages entre eux vont commencer à se chauffer un peu. Ouais. Et donc, quand c'est la coupure de courant, ils vont sortir des glow sticks. Je sais Mhm. pas comment ça s'appelle en français. Je sais pas, j'ai dit bâtonnet lumineux. Ouais, c'est ça. Et ils en ont plusieurs. Ils vont ouvrir la boîte qui a les bâtonnets bleus. Exactement. Donc, Hugh et Amir, ils ont décidé de partir à la maison ensemble pour aller chercher le téléphone. Et ils vont vite revenir. Hugh un peu balafré. C'est ça, sur le front. Voilà. Et tous les deux bien déconcertés par ce qu'ils ont vu. Exactement. Quand bien même, dans un premier temps, Oui. ils ne disent strictement rien. Oui. Et en plus, avant qu'ils reviennent, il y a quelqu'un qui tape furieusement à la porte. C'est le troisième élément perturbateur et c'est aussi à partir de là justement que on va dire l'angoisse Ouais. apparaît dans cette maison. Parce que effectivement, je l'ai pas dit plus tôt, mais juste après la coupure de courant et juste avant qu'ils partent, je sais plus si c'est avant ou pendant qu'ils ne sont pas là. Je crois que c'est pendant que Amir et You sont partis. Oui. Il y a c'est un ça. gros bruit Oui, c'est derrière, ça. comme s'il y a quelqu'un qui tapait Ouais, contre le ouais. mur. Ça tape à la porte, justement, qui mène nulle part. Exact, ouais. Ouais, Une la porte de fameuse derrière, porte, voilà, ouais. celle qui est. Parce qu'il y a Beth qui fait du feng shui, Ouais, voilà, qui qui a toute semblait- une théorie. Voilà. La porte, elle a une histoire. C'est ça. Là, on vous a donné les prémices du film. Mhm. Donc, si vous l'avez pas vu, allez le voir maintenant parce que là, on va rentrer dans tout ce qui est spoiler. Donc là, Hugh et Amir, ils vont revenir. Mhm. Et là, petit à petit, on va comprendre qu'en fait, la maison qu'ils sont allés voir, c'est la Mhm. leur. Exact. La maison est en double et C'est ça. qu'eux-mêmes ont des doubles. C'est ça. Il y a une espèce de réalité parallèle Oui. qui est juste au bout de la rue. Et quand ils sont revenus, ils ont ramené une boîte. Et Ouais. dans cette boîte, il y a des photos d'eux-mêmes Mhm. avec des chiffres derrière et avec une raquette de ping-pong dedans. Ouais. Chiffre écrit en rouge. Donc, très mystérieux, tout Mhm. ça. Et Émilie, elle reconnaît son écriture. Ouais. Donc là, il y a une petite équipe de 4, donc la moitié des invités, qui vont Mhm. décider de partir à l'autre maison pour aller observer eux-mêmes. C'est ça. Parce qu'ils sont sceptiques quand même sur le fait qu'il y ait des doubles de l'autre côté. Ouais. Donc d'un côté, il y a le scepticisme qui s'est implanté dans ce Oui. groupe en disant c'est n'importe quoi ce que tu es en train de raconter. Il y a quand même de l'inquiétude de la part d'autres persos qui ne veulent surtout pas que le premier groupe sorte et que Mhm. eux-mêmes ne veulent pas du tout aller dehors parce qu'ils commencent à fouetter. Ouais, Ça devient rapidement le bordel dans ce petit groupe. voilà. Et ils vont sortir. Ouais. Et ils vont effectivement se rencontrer eux-mêmes Eux-mêmes. en plein milieu de la route. Sauf que eux, ils ont des petits bâtonnets lumineux rouges. Rouge. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils vont décider qu'ils se différencient, quoi. Exact. Si c'est les rouges, ben, c'est que c'est pas eux, quoi. Alors, qui sont les gentils? Qui sont les méchants? Parce que d'entrée de jeu, la présence de bâtonnets et bleus et rouges, Oui, c'est le premier truc qui dit en tête. ouais. Tu dis, ok, les rouges, c'est les méchants, les C'est bleus, ça, c'est les c'est gentils. vrai. Donc- Ceux que je suis depuis le début. Ce sont c'est eux les les gentils. gentils. Et en plus C'est de marrant, dire c'est que ce fou. sont. Ouais, mais c'est vrai, mais quelque part, je vais pas dire que c'est logique. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est voilà. ce qu'on t'a appris toute ta vie, de toute façon. Exactement, c'est ça. Dans l'inconscient collectif, le bleu, c'est gentil, le rouge, Ouais. c'est méchant. Et même ceux que tu connais, c'est des Oui. gentils. Alors, je dirais même plus que ce sont les gentils, ce sont les versions originales. Oui, Voilà. C'est l'origine même du truc que tu suis. Tout ce qu'il y a de l'autre côté de la rue, finalement, c'est un truc différent ouais. en plus. Enfin, c'est quelque chose qui s'est ajouté. Chose qui va très rapidement être brisée pendant la suite du métrage. Ouais. Alors, je vais m'arrêter là 2 secondes Ouais. pour te dire donc, que la première fois que j'ai vu le film, Mhm. donc j'étais avec ma copine de l'époque. Ok. Il y a un moment, je me rappelle plus exactement où, mais on a arrêté le film tu Ouais. vois, et on en a discuté pendant une demi-heure avant de continuer le film. Quoi, tu vois. D'accord. Bah, une demi-heure, j'exagère, hein, c'est peut-être 10 minutes. Ok. Et on était là, on faisait des théories de pourquoi ils étaient en double, qu'est-ce que c'était que ce bordel, est-ce que lui, c'était vraiment lui, est-ce que eux qui sont revenus, c'était bien les bons. Oh là là, c'est pour ça que l'expérience a été géniale. C'est parce que c'est la première fois, je crois que c'est la seule fois où j'ai arrêté un film au milieu pour qu'on puisse théoriser pendant le film. Quoi, tu D'accord. vois. Et ça, je trouvais que c'était extraordinaire. Quoi. C'était trop bien. Ouais, il m'a pété le cerveau, quoi. Il m'a pété le cerveau, ce film. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Quoi. Et donc, ils reviennent de là. Et là, ils vont commencer à parler justement du livre du frère de Hugh. Exactement. Qui sont allés Tonton. chercher dans la bagnole à l'extérieur. Yes.
Et ils vont feuilleter le livre, ils vont commencer à parler du chat de Schrödinger, en tout cas. C'est ça. Parlons de l'expérience de pensée du chat de Schrödinger. Parce que du coup, j'ai un petit peu fait mes petites recherches par rapport à ça, parce que c'était une théorie... qu'on connaît tous un peu. Hein. Ouais, voilà, une théorie qui a été vulgarisée, que ce soit sur le net ou à la télé. Donc, effectivement, c'est une théorie qui est relativement facile d'accès. Cependant, j'ai lu tout un tas de trucs, du coup, aujourd'hui, pour essayer d'être un peu plus au fait de cette expérience de pensée. Et je vais dire n'importe quoi. Ouais, voilà, par exemple. Et en fait, c'est là où moi, mon cerveau a fait un AVC. C'est-à-dire que plus j'ai lu, moins je comprenais. Ouais. Parce que c'est pas une théorie qui permet de construire une idée. En fait, à la base, elle a été créée pour déconstruire une autre théorie. La théorie qu'ils mettent en avant dans le film, d'ailleurs, non? La théorie, finalement, qui est mise en avant par rapport à cette expérience de pensée. Donc, le chat de Schrödinger, le paradoxe de Schrödinger, en fait, de son vrai nom, est une expérience de pensée imaginée en 1935 par le physicien Erwin Schrödinger, donc, afin de mettre en évidence des lacunes supposées de l'interprétation de Copenhague de la physique quantique, et particulièrement mettre en évidence le problème de la mesure. Donc, en gros, un chat est enfermé dans une boîte avec un atome à corps radioactif juste à côté, un flacon de gaz mortel de type acide cyanhydrique sous pression, donc un espèce de gaz qui te tue instantanément, et d'un dispositif mécanique composé d'un détecteur de radioactivité type compteur Geiger et d'un marteau. Si le compteur Geiger détecte un certain seuil de radiation dans la boîte, le flacon est brisé et le chat meurt instantanément. Donc, selon l'interprétation de Copenhague, le chat est à la fois vivant et mort dans la boîte. En physique quantique, on parle alors d'états superposés. Pourtant, dès que l'on ouvre la boîte, on constate que le chat est soit vivant, soit mort. Et c'est là le fameux problème de mesure quantique. La question que soulève cette expérience n'est donc pas comment est-ce possible dans le monde quantique, mais comment est-ce impossible dans le monde macroscopique, lorsque le macroscopique prend l'échelle d'un chat. Il s'agit d'une pure expérience de pensée, soulignons-le, l'expérience n'a jamais été faite, parce qu'apparemment c'est non réalisable. Tu ne peux pas. Et tout le truc, en fait, c'est ça. On peut avoir un état A et un état B qui peuvent coexister dans un même univers. Ouais. Sauf qu'en fait, cette expérience de base, elle a été faite justement pour dire que, à notre échelle de notre environnement à nous humains, c'est pour ça qu'il prend un chat, ce truc-là n'existe pas, puisque au moment de la révélation, il y a soit un, soit l'autre. Oui, il n'y a pas les deux simultanés. Les deux univers n'existent pas. Voilà, exactement. Donc, dans l'univers quantique, on peut faire fonctionner cette histoire d'états superposés, puisque justement, rien n'est quantifiable, rien n'est mesurable, rien n'est palpable, tout ce que tu veux. Dans la réalité, ce truc-là n'existe pas. Et donc, dans l'inconscient collectif, le chat de Schrödinger, quand tu parles de ça, c'est OK, c'est le fameux truc où, quand tu es dans un état inconnu, tu peux avoir deux réalités qui coexistent. Ouais. Voire peut-être même, du coup, multiplier le nombre de réalités. Ouais. Après, ça va très très loin. Tu as même des physiciens qui se contredisent. Tu en as qui ont une vision très optimiste de la chose. Tu en as qui ont des visions très, c'est pas pessimiste ou optimiste, mais positives et négatives, on va dire. Et ouais, ça va très très loin. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais on va dire que, donc, nous, stupides gens tout bêtes, voilà, dans la boîte, le chat de Schrödinger, il est à la fois vivant et à la fois mort. Donc, deux réalités superposées. Exactement. Et donc là, ce qu'ils avancent dans le film, c'est que justement, il y a eu décohérence. Je sais pas si on le dit comme ça. Il y a eu cohérence plutôt. Cohérence, ouais. Alors en fait, il y a les deux. Alors j'ai vu décohérence, mais la cohérence, c'est le moment en physique quantique où de multiples réalités parallèles, déclenchées à chacun de nos choix, cessent de coexister virtuellement pour s'effondrer sur une seule réalité physique. Okay. Donc oui, la décohérence, c'est le moment où toutes les phases vivent dans une même réalité. Okay. C'est ça. Donc c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. De la décohérence. Et pas censé arriver. Dans notre réalité à nous, techniquement non, je me suis encore jamais vu 50 fois dans la même rue, quoi. Ouais. Et heureusement d'ailleurs, t'imagines le chaos, le gros boxon, quoi. Putain. Et là, à ce moment-là du film, il y a Mike qui a une idée de merde, hein, on va appeler ça comme ça. Hein. Ok. Par rapport au livre, ils comprennent qu'il y a des réalités alternatives qui coexistent. Et son idée à lui, c'est, tiens, alors si moi je veux continuer à exister, quand la cohérence reviendra, moi je veux survivre, donc il faut que j'aille tuer tous les autres. C'est à peu près ça. Lui, il a des envies de massacre. Oui. Et en plus, il se dit, je me rappelle plus qui aimait l'idée, mais il dit, si moi je pense ça ici, lui il pense aussi ça là-bas. Il y a de grandes chances qu'il pense la même chose là-bas. Mais je crois que c'est Mike d'ailleurs qui dit ça. Ouais. Et il faut que je aille le tuer avant qu'il vienne me tuer. Quoi. Donc, lui, c'est un bordel son histoire. Et là, il a encore une meilleure idée qui lui vient, tu vois, parce que tuer, c'était pas assez con, tu vois. Il se dit, tiens, je vais me faire du chantage à moi-même pour s'empêcher de lire le livre et donc que lui, il reste maître de la situation. Et il part tout seul dans le noir. Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, t'as Amir et Hugh, rouges,
Mhm. donc les méchants. On voit qu'ils sortent leur petit bâtonnet Ouais. et qu'ils ont une petite discussion entre eux d'ailleurs, Mais de même, de ils sont petits pas- complots. Ouais, ils sont pas pareils en Non. plus, tu vois, ils sont méchants, quoi. Là, ils font la gueule, voilà, ils sont plus vicieux en fait. Ils sont venus récupérer leur boîte. Exactement. Donc là, Mike, il va commencer à boire, parce que apparemment, c'est un ancien alcoolique Ouais. qui a arrêté depuis longtemps, mais là, il s'est dit, je crois que c'est le moment De rouvrir une petite de, bouteille. voilà, de reprendre. Il va relater aux autres les faits qu'il a vus, Mhm. donc qu'il a vu Amir et Hugh revenir et repartir. Ouais. Ça. Là, ils vont comprendre qu'en fait, ceux qu'ils ont vus juste avant, c'était pas les vrais. Et pas les gentils. Après, il y a Kevin et Laurie qui vont s'embrasser Ouais, en parallèle de ça. c'est ça. Il y a tout un tas de péripéties qui vont arriver, jusqu'au moment qui est un peu le grand moment du film, Mhm. c'est quand ils décident de faire leur propre boîte. Ouais. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'en fait, pour savoir qui est qui, Mhm. ils ont besoin d'avoir un symbole qui représente leur maison à eux, comme la raquette de ping-pong qu'ils ont déjà vue. Mhm. Avoir des photos d'eux, derrière lesquelles ils mettront des chiffres qui seront donnés par un jet de dés. Exactement. Donc Voilà. de l'aléatoire. De l'aléatoire, voilà, que ce soit pas quelque chose qui vienne de leur tête, parce que sinon, ils auraient tous la même chose dans toutes les maisons, parce que c'est les mêmes personnes. C'est ça. Donc des choses aléatoires. Et d'écrire avec un feutre de la couleur de leur petit Oui. bâtonnet de lumière. Voilà, en plus. Et donc, une fois qu'ils font ça, Mhm. Émilie, elle va checker les chiffres de la boîte précédente. Ouais. Elle va se rendre compte que ce sont pas les mêmes, déjà, parce qu'à la base, il n'y avait pas de 3. C'est vrai. Et là, on voit qu'il y en a 2 Il qui y a ont des un 3 3. qui arrivent. Voilà. Et donc, qui sont tout simplement pas dans la même maison, quoi. C'est ça. Mm. Donc elle arrive à comprendre que eux, quand ils sont sortis à un moment donné, donc Ouais. les 4 qui ont tenté justement de voir si ce que relatait Hugh était vrai ou non, Ouais. ben en fait, quand ils sont revenus dans la maison, c'était pas la bonne maison. C'est ça. Donc on comprend à ce moment-là que dès que tu sors de la maison, tu es sur une espèce de grande roulette Ouais, où même si tu reviens sur tes pas, eh ben, c'est pas vraiment le chemin que tu as emprunté. c'est ça. L'extérieur, c'est de l'aléatoire directement. Et ils parlent tous d'un endroit où c'est plus obscur que partout ailleurs. C'est ça. Et si tu passes là-dedans, en fait, c'est... Dans une grande warp. Ouais, c'est ça. Et ce moment de réalisation, il est trop bien, quoi. Mhm. Ce moment où elle comprend que toutes les personnes qu'il y a autour d'elle, en fait, ne sont pas les mêmes qu'elle connaît, quoi. Tu C'est vois. ça. C'est trop fort. Et ensuite, on a la lettre de chantage de Mike qui arrive, Ouais. l'une d'entre elles, quoi. Et donc là, Hugh et Mike, ils se prennent le chou et tout. Ils se rendent compte que toutes les boîtes de départ étaient différentes. Mhm. Et il y a le double de Mike qui rentre et qui défonce Mike. Ouais. Donc c'est le chaos total dans la maison. Mhm. Et là, pour le grand final, on a Emily qui sort et qui va choisir la réalité qui lui plaît le plus. C'est ça. Donc elle va aller passer de maison en maison. Et Jusqu'à dire, c'est celle-là dans laquelle j'ai envie d'être. voilà. Et on va se garder pendant un petit moment la fin véritable du film. Ouais. On va sûrement dévoiler un petit peu plus tard. Yes. Donc voilà, on a fait un résumé global du film. Il n'y a Un pas peu besoin. accéléré, ouais. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Si les gens ont écouté jusque-là, c'est qu'ils l'ont vu. Mhm. Ce qui, pour moi, est intéressant dans ce film, c'est comme je disais au début, la manière dont il a été fait. Ouais. Donc le film, aussi fou que ça paraisse, Ouais. n'a pas de script. Non. Zéro script. Ouais, exact. Enfin, presque zéro script. Donc il est à 95% improvisé. Tout à fait. Voilà comment ça s'est fait. D'accord, parce que j'ai écouté le réalisateur en parler pendant des heures. Je sais tout. Vas-y, dis-moi tout. Donc, le réalisateur, il avait les grandes lignes de ce qu'il voulait qu'il se passe dans l'histoire. Mhm. Et les acteurs, ils subissaient tout ce qui se passait, quoi. Donc, ça a été shooté en 5 jours, 5 nuits. 5 nuits. Et avant chaque journée de tournage, Mhm. chaque acteur recevait une petite note sur laquelle étaient inscrites certaines phrases qui allaient les guider un petit peu dans leur performance. Mhm. Donc, c'était pas un script, mais c'était voilà, des petits points d'ancrage, quoi. Et des fois, avec des petites directives. Ils connaissaient leur background, Mhm. ils savaient quelle relation ils avaient avec qui, Ouais. ce genre de choses. Mais après, toutes les conversations sont totalement improvisées, quoi. Et c'est beaucoup pour ça que je voulais parler de ce film, parce que c'est une performance que moi, je trouve totalement incroyable, quoi. Ouais. C'est déjà, quand on a parlé au début de leur conversation au dîner, Mhm. et que je parlais de cet effet naturel, bah là, ça prend tout son sens, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est naturel parce que ils le font carrément naturellement, quoi. Ils sont pas en train de suivre un script du tout. C'est ça. Alors, ça donne quand même un effet où tu as l'impression que c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps, Mhm. mais aussi, il y a quand même ce truc où tu as l'impression que c'est un peu des inconnus les uns pour les autres. Ouais, ben, Ouais. de temps en temps, tu fronces un peu les sourcils en disant oh, mais là, il y a un truc qui est. Ça se voit que c'est pas scripté. Mhm. Justement, ça crée des petits accidents. Oui, voilà. Le fait que tu aies justement des conversations qui s'entrecroisent, tu as des mecs qui se coupent Mhm. la parole. Ouais.
tu as de temps en temps des mecs qui répètent les mêmes phrases. Ouais. Donc tu vois qu'à un moment donné, c'est OK, mec, là, c'est une phrase qu'il faut vraiment que je place, donc c'est pour ça que je la répète. Ouais. Quand toi, tu as vu le film, après, quand tu le regardes dans un second visionnage, tu peux déceler comme ça des petits trucs en disant ouais, OK, là, je Ouais. vois que c'est de l'impro, là, je vois que c'est scripté. Mais le génie du truc, je trouve, Ouais. c'est que justement ces petites dissonances, Mhm. tu vois, bah, ça rentre tout à fait dans le thème du film. Ah, tu mais vois. carrément. Les dissonances entre les gens, Ouais. et qui est fourni justement par cet état improvisé des choses, Ouais. fait qu'en fait, c'est tout justifiable par le scénar, quoi. C'est ça. Et ça, c'est trop fort, quoi. Mhm. Franchement, tu peux improviser dans n'importe quel film, mais dans celui-là, le scénar même te remplit un peu les blancs, quoi. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est excellent, quoi. Donc, les acteurs, ils recevaient à chaque fois des petites directives. Mhm. On avait Emily, donc, qui savait même pas quel était le rôle principal du film. D'accord, Voilà. ça, je savais pas. Ouais. Alors, le réalisateur, il disait que des fois, il fallait qu'il rajoute un peu des scènes après Mhm. pour équilibrer certains personnages. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il y avait des personnages qui allaient commencer, par exemple, à pleurer. Tu vois. Ouais. Et eux, ils les ramenaient un petit peu en disant bon, on veut pas trop cette vibe-là. Et des fois, ils sortaient un peu de ce que eux ils avaient imaginé, Ouais. mais ils voulaient pas les arrêter, donc ils refaisaient certaines scènes pour rééquilibrer le personnage comme ils le voulaient, quoi. Mais après, le reste du temps, voilà, ils laissaient acter les scènes comme ils voulaient. Des fois, ils partaient dans des trucs qui avaient rien à voir avec rien du tout, mais ils les laissaient pendant une demi-heure, une heure, continuer à faire leur truc. Et Pas disaient, pour les bon, déstabiliser. voilà. Et maintenant, ils disaient bon, maintenant, on va rembobiner un peu, on va revenir un petit peu en arrière et on va refaire un peu, quoi. Ça devait être épuisant comme truc. Hein. Ouais, peut-être, parce qu'en plus, tu vois pas la finalité du truc. Ouais. Tu sais pas où tu vas. Et justement, le fait après de revenir en arrière, de repasser, tu te dis, OK, est-ce que la scène finalement va être gardée? Ouais. Est-ce qu'on doit la refaire parce que c'était pas bon? Ouais. Ou est-ce Même eux, qu'en ils fait, savent pas ce qu'ils sont en train de faire comme film, exactement, quoi. c'est ça. Ou est-ce qu'en fait, on l'a refait parce que c'est pas Ouais. du tout ce qui est attendu à la fin du film? C'est ça. Donc, ouais, t'as des acteurs qui sont lâchés au milieu de l'inconnu. Et ça se ressent effectivement dans le film. C'est ce qui fait Mais- que le film est bien. Mais par il y rapport avait à une ça. top. Ouais, Parce exact. que Amir, donc, était Le co-scénariste. co-scénariste. Donc, Exactement. lui, il savait où ça devait aller. Donc, c'est le plus, Détaché du groupe. ouais, le plus détaché, le plus confiant dans ce qu'il dit et tout ça. Mais Tu même, sens c'est qu'il celui- les amène un peu. Quand quelque je part. dis détaché, c'est pas le bon mot. C'est plutôt effacé. Ouais. Tu vois que déjà, c'est le dernier invité qui arrive dans la maison. Ouais. C'est le premier qui part avec You, justement, pour la première expédition. Mm. Et c'est celui qui a le moins d'échanges, on va dire, avec les autres. Ouais. Il est un peu plus à côté. Mais quand il intervient, c'est hyper important. Ah oui, et tu carrément. sens qu'il amène l'histoire Ouais. où il faut, quoi. Notamment le passage de la photo, Ouais, voilà. entre autres. Et donc cette improvisation, ils l'ont vraiment poussée jusqu'au bout. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'avec Lorraine Scarafia, celle qui joue Lee, La femme de Mike. voilà, elle est venue plus tôt que les autres dans la maison Mhm. pour qu'elle se sente chez elle. Et D'accord. donc c'est elle qui a vraiment fait à manger. Ok. Elle s'est vraiment mis dans l'état de je reçois des gens et tout, quoi. Ça, je l'avais vu et je l'avais Ouais. entendu. Ils connaissaient la maison par cœur. Ils ont pris possession des lieux. C'était chez eux. Ouais. Ils allaient, ils touchaient, ils savaient. Le réal avait dit allez-y, c'est chez vous ici, faites ce que vous voulez. T'as pas parlé d'un truc non plus, peut-être Vas-y. que t'allais en parler juste après, mais pourquoi est-ce qu'ils ont tourné le film chez lui? Oui, chez le réalisateur. Exactement. Je t'en prie, vas-y. Parce que sa femme était enceinte. Ouais. Et donc, elle était en plus Mois et quasiment demi, arrivée à ouais. terme. Donc, il pouvait avoir un enfant qui arrive à tout instant. Donc, Mhm. il fallait, lui, qu'il ait son confort. Et donc, il tournait chez lui pour justement répondre à n'importe quelle éventualité par rapport à cet accouchement. Mais il fallait qu'il le fasse en 5 jours. Parce Mais il que fallait aussi qu'il fasse le fallait film en pas que 5 ça jours. dure 2 mois. Ça, Non, c'était pas possible. Exactement. Tout le truc du film est là. L'urgence, justement, par rapport à sa vie personnelle à lui, le fait qu'il fallait mettre dans la boîte assez rapidement le film pour éviter que les acteurs s'éparpillent trop ou pour conserver justement ce côté naturel, comme on Ouais. disait. Et la maison du réalisateur était parfaitement propice justement à ce type de film, de Ouais. projet. Et Ouais. en plus, pas besoin d'avoir 50 lieux, c'était un huis clos, il fallait juste une salle à manger et ça suffisait largement. Ouais. Un seul lieu pour plusieurs, finalement, baraques, Ouais, plusieurs c'est vrai. réalités. Et ouais, non, c'est intelligent d'avoir fait un film comme ça. Ouais, parce que l'idée de base, c'était voilà, de réunir des gens, de leur donner des grandes lignes et après de leur faire subir le film C'est ça. plutôt qu'ils en soient acteurs, quoi. Mhm. Et ça, c'est trop fort déjà. Alors moi, je savais pas que c'était improvisé pendant le premier visionnage, Ouais, tu moi vois. non plus. Et je trouve que c'est tellement important de pas le savoir. Ouais. Ça te donne une autre vision du truc. Tu vois, Mhm. t'es pas en train de contempler les performances, t'es en train de subir le film. Comme j'ai dit, il y a une certaine authenticité qui découle justement de l'improvisation. Une Mhm. authenticité, alors c'est pas du tout improvisé, mais je parle souvent de ce film quand je parle d'authenticité. C'est Les Fils de l'Homme. Je Pourtant, trouve ça que n'a rien à voir. ouais, non, ça a absolument rien à voir. C'est pas improvisé ni rien, tu vois. C'est juste que t'as l'impression que c'est réel. Chaque Ouais. scène, elle est réelle. T'as l'impression qu'elle est pas filmée. T'as Mhm. l'impression d'être dedans, quoi. Tu vois. Ouais. Et c'est un peu, je relate un peu les deux sentiments que j'ai vécu. Je trouve que c'est un peu lié, quoi. Alors peut-être que c'est lié justement par rapport à la manière de filmer.
Parce que dans les deux films, Oui. c'est de la caméra à l'épaule. Ouais. Donc on a Du shaky cam. alors, on va pas parler de shaky cam, mais tu as une image qui est en perpétuel mouvement du début à la fin du film, que ce soit donc dans Cohérence ou dans Les Fils de l'Homme. Dans Les Fils de l'Homme, c'est plus pour montrer l'état d'urgence de la situation, notamment par rapport à certaines scènes Ouais. où là, la caméra à l'épaule, elle est plus que logique. Mais dans Cohérence, moi, pour le coup, le premier visionnage, je me suis dit, ok, je suis face à un film, je vais dire amateur, Ouais. on va dire, c'est pas le bon mot. À cause du mouvement de la caméra Effectivement, par rapport à ce truc-là, entre autres, mais tu te retrouves face à un film comme ça, tu dis, ok, c'est un huis clos, ok, c'est dans donc un seul environnement, tout ce qu'il y a de plus basique, un appart. Bon, ok, les acteurs, c'est des acteurs de seconde zone, c'est pas un film qui a dû coûter très cher, effectivement, c'est un film à petit budget, c'est un film indépendant. Donc, quand toi, tu vois la caméra à l'épaule, tu te dis, bon, bah, t'as un caméraman qui a pas posé ses plans ni rien, c'est un peu plus à l'amateur, donc on va dire, et effectivement, peut-être que ceci est lié au manque de budget. Donc moi, j'étais conditionné pour regarder un certain type de film. Ouais. Et en fait, plus tu avances dans le film, plus tu te dis que ça a justement une valeur ajoutée, la caméra à l'épaule. Parce que tu as tout un tas de trucs par rapport à cette caméra au point. Tu as aussi la mise au point, justement, qui est un peu chaotique pendant tout le film. Carrément. Des fois, tu as le point qui est bien fait, des fois, c'est un peu flou, puis le temps que ça se prépare, tu as la conversation qui continue. Tu as aussi des cuts entre certaines scènes qui sont vraiment un cut au noir. Pareil, tu te dis, la première fois que tu le vois, tu fais waouh, c'est maladroit comme coup, ou est-ce que c'est volontaire? Et en fait, tous ces artifices, on va dire, malgré leur côté amateur, même si c'est pas le bon mot, je trouve que ça rajoute encore plus. Ça sert le film. Ouais, ça permet justement de te plonger dans une ambiance un peu intrigante et finalement qui ne laisse pas de place à l'attachement des personnages. Moi, à aucun moment, je me sens proche de Kevin ou de Mike ou même de Emily. Il y a un truc qui fait qu'en fait, je me méfie de ces personnages. Justement, la maladresse des plans, du coup, tu sais pas à quel moment. La maladresse des dialogues aussi. La maladresse, mais ça, à la limite, tu peux te dire c'est une performance d'acteur, mais la manière dont ils sont montrés à l'écran, il y a des trucs où justement, je suis pas à l'aise. Pas comme un film où tu es vraiment le spectateur, où presque l'image te dit, lui, c'est le protagoniste, lui, c'est l'antagoniste, là, il va y avoir telle et telle situation qui vont se mettre en place. Là, tu es dans un flou constant qui sert donc en plus le propos. Et qui est forcé par l'improvisation. Exactement, aussi, ça rajoute encore plus à ça. Mais je trouve que ce manque d'empathie que tu peux avoir pour tous les persos, qui plus est, qui est justifié aussi par rapport à l'intrigue en elle-même. Il y a les personnages entre eux, alors sans parler de réalité superposée, qui sont gentils, qui sont méchants, qui sont malins et autres, de te dire que tu as des personnages entre eux qui ont des trucs à se reprocher. Alors là, on va peut-être un peu parler plus des traits de personnages, mais déjà Laurie, donc c'est l'ex de Kevin. M, ça l'a fait franchement chier qu'elle soit là. En plus, elle n'est pas spécialement bien accueillie. D'ailleurs, je trouve que ce personnage, il est top et il amène une bonne atmosphère. Enfin, pas une bonne atmosphère. Je parle de Laurie. Laurie, à un moment donné, elle casse les conversations en disant depuis le début je sais que je suis pas la bienvenue, donc elle met un froid à tout le monde, elle reproche à Beth justement de pas être honnête avec elle, de pas être chaleureuse voilà exactement. Par rapport à Kevin, elle va se rapprocher de lui en plus se laisse se rapprocher, c'est l'élément perturbateur, mais derrière elle va générer donc de la méfiance par rapport aux autres. On sait très bien qu'elle n'est pas bien accueillie et pourtant elle a de la logique dans les idées. Quand à un moment donné elle expose des faits, c'est elle qui a le discours le plus sensé. Quand elle dit reproche justement à Beth, mais ton discours il est complètement con et j'ai bien compris que de toute façon tu t'en as un après moi, donc c'est sûr que tu vas pas m'écouter. Donc il y a aussi cette rivalité qui s'installe avec les persos, qui est top d'ailleurs. Et qui est improvisé. Exact. C'est fou. Tu as aussi le personnage de Mike. Moi, le personnage de Mike, je le trouve top. Le mec, en fait, c'est un acteur. Dans le film, il interprète le rôle d'un mec qui a joué un rôle dans une série Roswell que tout le monde a oublié. Justement, il en parle à un moment donné avec Laurie. Alors non. Comment ça? Alors, ça, sur la relecture, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire? C'est que tout le monde se rappelle de son rôle dans Roswell, sauf Laurie. Oui, exact. Elle a vu la série, mais c'est parce que, déjà, Laurie n'est pas Laurie. Elle vient déjà d'un autre univers où ce mec-là n'est pas dans cette série. Parce qu'elle l'a vu, elle connaît la série, mais elle dit, mais attends, t'as changé de cheveux, t'as changé de quelque chose, t'étais pas dans la série. Et lui-même, à ce moment-là, dans la conversation, il lui dit « Et toi, alors, comment ça se passe le yoga ?» Je sais pas quoi. Et elle dit « J'ai jamais fait de yoga, moi, de quoi tu me parles ?» C'est déjà pas elle. Putain, bien joué. Alors, tu vois, moi, je pensais que justement, c'était tout l'inverse.
Alors c'est très con, mais pour moi c'était elle pose une question d'une série que tout le monde a oublié sur Ouais. ses potes parce que c'est des potes, tu vois, tu Ouais, vas non. te dire Enfin, non mais pour mec, moi, c'est ça, en tout cas. non mais du coup bien joué, non mais c'est tout à fait logique en plus par rapport à Pour l'histoire du film. yoga et tout. Et, Exact, même en fait c'est vrai que c'est la dernière qui est rentrée avec Amir, donc Ouais. même Amir en lui-même n'est pas le vrai Amir. bah, Il est arrivé moi, post. tout le truc du film, c'est en fait, depuis le début, enfin, on sait pas quoi. Alors tu vois. peut-être, sauf que la coupure de courant, donc ce qui fait qu'à un moment donné, toute la ville est plongée dans le noir, Ouais. elle arrive post-arrivée de Amir et de Laurie. C'est vrai. Donc voilà. Mais bon, peut-être que la coupure de courant, c'est pas là la fracture. On Peut-être. sait pas que c'est ça. Parce que avant qu'Emilie elle arrive, son téléphone il pète aussi. Son téléphone pète Donc dans la des voiture. choses arrivent déjà. Bien Donc sûr. peut-être qu'il y a, en Il y a tout cas, déjà quelques trucs qui se sont peut-être installés, effectivement. en tout cas, moi sur la relecture, j'ai vu ça comme ah putain, mais en fait, la dissonance est tellement forte et quand tu connais la suite du film, Ouais. forcément, tu te dis il y a quelque chose qui va pas. Qu'elle se rappelle pas de lui alors qu'elle a vu la série, c'est Ouais. fou. Mais Tu moi, vois, justement, pour moi, c'était pas Ouais, encore c'était- les réalités parallèles. Ouais, Pour ok. moi, c'était ni plus ni moins qu'un personnage qui débarque, Ouais. qui va dire une vérité, parce Ouais. qu'elle a beaucoup de vérité dans ses discours, Mhm. qui va dire en fait, ta série, tout le monde l'a oublié, je me rappelle même plus que tu jouais dedans, sauf les potes de Mike qui sont là quand même pour le soutenir. Mais non, ton rôle, il était bien, t'étais un mec super cool. Sachant qu'en plus, Mike, c'est quand même un personnage qui, je vais pas dire qu'il déprime, mais Oui. c'est un mec qui se pose beaucoup de Oui. questions sur lui-même. Oui, Il était, il était alcoolique. il a un et- peu le profil acteur loup raté quoi. un Ouais, peu. exact. Et on en reparlera par rapport à la vraie vie de Nicolas Brandon. On y reviendra un petit peu plus tard de Ok. ça. Mhm. Et surtout, ça te met aussi le personnage de Laurie en marge des autres. Ouais. Déjà, elle débarque et elle est vraiment confrontée au groupe. Ouais. C'est moi, je me rappelle pas de la série, tu jouais dedans, mais oui, tu te rappelles pas. Donc Mhm. voilà, c'est une contre tout le reste. Ouais, moi je trouvais que l'idée que j'ai eue était agrémentée aussi par le fait que lui se rappelle d'elle comme quelqu'un qui faisait du yoga alors que pas du tout. Tu vois. C'est intéressant. Après, les deux théories se tiennent. Hein, ouais, mais... On parlait tout à l'heure d'artifice d'un point de vue de la réalisation. Ouais. Moi, la mise en scène, elle est là pour me déstabiliser. Et ça marche. Et du coup, je me sens pas vraiment à l'aise dans cette ambiance qui, en plus, part de plus en plus en couille. Quoi. Ouais. Entre eux, tu as vraiment au début des potes qui sont super contents de se voir, qui sont vraiment, c'est vraiment les friendly, en plus très américains, donc avec beaucoup d'intonation. Tu vois, le côté américain, Ouais. quoi. Et puis, en fait, non, c'est de pire en pire, ça va dégringoler, il va y avoir des travers qui vont ressortir de chacun des persos, des situations qu'on va apprendre, Mhm. notamment, oui, effectivement, Laurie et Kevin étaient un ex-couple. Ouais. On voit que Laurie, elle est toujours un peu attirée par Kevin. On voit que Kevin, il est toujours un peu tenté par Laurie. Oui, qui commence à raconter une histoire qui les concernait eux quand il. À côté d'Emily, que Ouais. Emily va lui dire super, la seule Ouais. histoire que tu racontes, c'est une histoire avec ton ex et pas avec moi. Eh oui, mais moi je faisais plus de folie à l'époque. Ouais, et voilà, tout. super. Donc en fait, tu la préfères par rapport à moi. Moi, je suis moins marrante, etc., etc. Ouais. Et après, on apprend aussi que Mike, donc ça, on l'apprend beaucoup plus tard, que Mike finalement a eu une aventure à un moment donné avec Beth. Et ça, Hugh, il n'était pas au courant. Ouais. Pétage de câble, baston Mhm. entre eux. Donc voilà, les super potes finalement voilà. vont commencer à se C'est qu'en déchirer. dessous, il y avait une autre réalité, quoi. Tu vois. Alors oui, effectivement, mais c'est ça qui est, C'est ça qui tu est as la fou. réalité que tout le monde laisse voir. Apparente, Et ouais. puis après, tu vois le jardin secret de chacun. Et on est tous humains quelque part. Et ça, c'est un truc qui est vachement bien dans le film. Ah bah ouais, c'est en fait t'as une différence de réalité à plusieurs niveaux quoi. Ouais, Au mais niveau c'est sûr. physique, au niveau psychologique, entre eux quoi. Oui, exactement. Mais finalement, ça aussi, c'est le propre également du huis clos, c'est que tu vas faire ressortir tous des traits de tout ce qui nous relie, tout ce qui nous Mhm. ressemble, quoi. Et dans ce film, tu as tout un tas d'émotions, tout un tas de sentiments Ouais. qui vont surgir, comme la confiance, le jugement de l'autre, la jalousie, le mensonge, l'envie, la colère, la violence, Mhm. pour aller carrément presque vers le meurtre à la fin, quoi. Ouais. Et tout ça qui part d'un truc qui est, à un moment donné, on se trouve dans une situation qu'on maîtrise plus. Compliqué. Ouais. Et là, tu te dis, l'amitié, finalement, quand il s'agit alors de sauver sa peau, c'est pas trop le cas dans le film, mais quand tu te retrouves, toi, face à un truc où tu te dis, ça peut être chaud pour mes fesses, quoi, bon, là, il n'y a plus d'amitié qui tienne. Mais c'est fou parce que cette notion d'amitié, tu vois, Mhm. dans ce film, tu te poses vachement la question de qui es-tu vraiment, quoi, et qui sont Ouais. vraiment tes amis, quoi, tu Ouais. vois. Pourquoi est-ce que le mec, parce qu'il vient de la maison d'en face, tu sais que c'est une réalité alternative, Mhm. mais qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas lui? Comment tu sais? Comment tu peux savoir? T'as l'impression qu'en fait, cette personne en face, celui avec le bâtonnet rouge, Ouais. pourquoi, genre, le premier truc, c'est putain, c'est un antagoniste, quoi. C'est ça. Tu vois, c'est fou, quoi. Alors que ils sont en train de vivre le même truc, tu devrais avoir de l'empathie pour eux. Pourquoi ne pas aller leur parler à ces gens-là? Parce que c'est l'inconnu. Ouais. Et d'ailleurs, en plus, ce qui est cool, c'est qu'à ce passage, donc quand ils prennent conscience que Mhm. finalement, il y a vraiment un deuxième groupe qui nous ressemble, qui est juste à quelques Ouais. pas de nous, les deux groupes, face à face, se mettent à courir. Ouais.
Voilà, les deux sont les antagonistes de l'autre. Alors qu'ils Et- auraient pu se parler. Alors carrément, la communication, c'est le premier truc à faire. Et Mm. justement, si tu te retrouves face à un double toi, Mm. même si tu peux te dire, bon, ça peut être un côté négatif de moi, mais t'es la même personne. T'as un rejet instinctif, quoi. Ben justement, moi, je suis pas d'accord. Moi, si je vois un double de moi, Ah, mais... mais toi, c'est parce que tu as réfléchi pendant longtemps. Ouais, peut-être. Alors peut-être. Mais moi, surtout, je sais pas, je serais tenté d'aller me voir. Ouais. Bon, mec, je sais que tu es moi, je suis toi, on se connaît, donc il n'y a Mais même pas besoin de se parler. Mais ce qui est fou, Ouais. c'est justement l'état improvisé de tout le film Ouais. où il n'y en a pas un qui a émis cette idée. Alors, j'imagine que peut-être c'est parti dans cette voie-là et Ouais, qu'ils ont peut-être. ramené le truc En disant le à la script. trame il est du ici. film ou à la trame pour qu'ils suivent un peu la trame, c'est Mhm. possible. Hein. Mais ouais, c'est fou qu'ils ont ce rejet instinctif pour eux-mêmes, quoi. Ouais. Et pourtant, c'est l'inconnu le plus connu, quoi. C'est toi, ça. quoi. Et c'est dommage parce que, plus ou moins au milieu du film, effectivement, on a notre groupe d'origine Ouais. avec la maison d'en face. On va dire ça simplement. Donc, dans un premier temps, il y a deux réalités en même temps. Ouais. On comprend par la suite, quand ils ouvrent les boîtes, qu'il y a d'autres couleurs. On comprend qu'il y a plusieurs réalités, 3 voire 4. Et au final, à la fin du film, quand M part pour essayer de chercher la réalité dans laquelle elle va se sentir le mieux, avec un Kevin qui l'aime, sincèrement, avec un groupe d'amis qui vont pas se mettre sur la gueule Et qui sont jamais sortis de la maison. et qui sont jamais sortis de la maison. Mais ça on le sait, oui et non. Non, c'est pas forcément, sait pas mais forcément. on dirait que ça fait un moment qu'ils sont dans le salon et que Voilà. ils sont là en train de rigoler, ils sont jamais émis l'idée, tiens, on va sortir, on va faire ci, on va faire ça, tu vois. Une réalité un peu plus clean. Quoi qu'il en soit, donc à ce moment-là, on voit visuellement, nous autres spectateurs, qu'il y a tout un tas de réalités. Ouais. Et effectivement, dans cette dernière maison dans laquelle elle va rentrer, c'est la réalité la plus parfaite qui Ouais. existe. Quoi. Mais encore une fois, elle ne se fie qu'aux apparences, quoi. Oui, bien Mm. sûr. Ça, après, on ne sait Comme pas. nous au début du film. Exactement. Puis après, Mm. les travers, peut-être qu'ils en ont aussi, mais ils les ont bien gardés pour eux. Mais Ouais. effectivement, d'un point de vue extérieur, tu te dis, ouais, là, c'est le top. Ouais. Là, tu peux rentrer dans cette baraque. Franchement, ils ont l'air vraiment Oui, tous c'est copains. mieux que celle d'avant où ils sont tous attachés sur la chaise. Ouais, voilà. Et justement, c'est par rapport à ça que je parlais du frère de Brandon. Ouais. Moi, je pense aussi que c'est à ce moment-là que son frère joue pas pendant la baston, mais aussi ici quand ils sont là à côté de l'autre. Ah quoi. oui, ok. Oui, oui, effectivement. Alors moi, il y a eu certaines scènes que j'ai adorées, surtout sur la relecture, où je savais que tout était improvisé. Ouais. Il y a des scènes qui sont, je trouve, folles. Il y a celle où, à un moment donné, on a Kevin qui a envie de sortir de la maison, Oui. et Emily qui l'en empêche. Exactement. Donc le jour où ils ont filmé cette scène, leur consigne à eux deux, c'était Kevin, toi, tu veux absolument sortir de la maison, Mhm. et Emily, tu veux absolument pas qu'il sorte de la maison. Donc tous deux, ils avaient un objectif ce jour-là, et ils étaient en conflit réel entre eux-mêmes, quoi, tu vois. Ouais. Moi, j'adore ça, c'est trop fort. Et putain, ça se ressent dans le truc. C'est vrai. Il arrive, il va pour sortir par la porte, elle se met entre lui et la porte, elle lui dit non, tu sors pas. Et lui, j'ai entendu qu'ils en ont parlé après, lui, il savait pas quoi faire, il savait pas s'il fallait qu'il se tourne vers le réalisateur et dire attends, mais là, tu me donnes une tâche impossible, je peux rien faire, tu vois. Ouais. Mais elle, presque, elle le bouscule, presque, elle lui met un coup d'épaule pour lui dire oh, là, il y a pas moyen que tu C'est sortes. mort. Et c'est elle qui gagne le truc, quoi, C'est tu vrai. vois. Putain, ça c'est franchement trop top, quoi. Alors- Cette scène, oh là là, Alors, c'est moi, par contre, fabuleux, Je quoi. préfère. J'ai mis une petite parenthèse parce que ça, lors du premier visionnage, tu le sais pas. Donc tu vis le film tel qu'il te l'est Carrément, montré. mais sauf que excuse-moi de te couper, Je t'en prie. sauf que quand même, cette scène, Ouais. quand je l'ai vue, Ça encore une marche. fois, j'ai eu cette impression de réalité, Ouais, tu vois. ça C'était marche. pas genre, tu sens que, j'allais dire, tu sens que c'est pas scripté, mais je me suis pas dit pendant le film, tiens, c'est improvisé, mais je me suis dit, putain, c'est tellement réel, quoi, tu vois, Mhm. tu vois la déception dans ses yeux, tu vois que, genre, il est impuissant et que Mhm. elle y met tout ce qu'elle a et soit c'est hyper bien acté, soit c'est réel, quoi, tu Ouais. vois. Et du coup, bah, quand tu le sais, bah, ça devient réel. Mais là, justement, cette improvisation, ça touche juste dans le film. Ouais. Ceci dit, c'est pas le premier. Je le répète, c'est pas le premier truc que tu te dis quand tu regardes le film. Non. Et je mets ça vraiment de côté. Je dis ça par rapport à ceux qui nous écoutent. Ne regardez pas le film justement en vous disant waouh, c'est que de l'impro, ça va être cool. Regardez le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire un divertissement qui parle de science-fiction et C'est pour ça qu'on a prévenu 2 fois, je pense, c'est beaucoup mieux de pas le savoir avant. exactement. Mhm. Et on est d'accord par rapport à ça. Mais effectivement, quand tu apprends l'envers du décor du film, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de gratter toujours un peu plus quand un film te plaît. Il y a Mhm. des vérités qui vont ressurgir et tu te dis putain, cette scène ou ce moment, dans le cas présent, tout le film finalement tient sur ce truc-là, Ouais. sur ce truc de jeu d'acteurs entre eux, sur ce que les mecs savent et ce que les autres ne savent pas. Oui, effectivement, ça rend des situations
qui sont plus vraies que nature. Ouais. Moi, je dirais pas qu'il y a une scène qui m'a marqué plus qu'une autre. Je trouve que c'est plutôt des personnages et justement leur attitude Ouais. qui fait que j'ai aimé le métrage ou j'ai aimé certains passages. Une fois de plus, le personnage de Laurie, qui est le personnage complètement mis de côté et qui a des vérités qui sortent et qui s'interpose face aux autres, Ouais. qui manifeste à un moment donné sa position en disant ok d'accord, je suis l'ennemi dans la maison à ce Mhm. moment-là, mais je vais pas me laisser faire. Il y a aussi le personnage de Hugh que j'aime bien parce que c'est un peu le mec plutôt calme en Mhm. introduction. Un peu la C'est- force tranquille. Ouais, un peu courageux aussi. C'est celui qui va aller à l'extérieur. C'est celui qui a aussi comment dirais-je, il y a son frère à l'extérieur Ouais. qui lui a donné des tuyaux en lui disant s'il se passe quelque chose, appelle-moi. Donc ouais, c'est un personnage qui a un truc en plus Ouais. par rapport à cette péripétie-là. Mais c'est aussi un personnage qui va vriller à un moment donné. Justement, on comprendra plus tard que c'est pas lui qui revient dans la maison. Il y a déjà ce premier truc. Puis finalement, c'est un faux calme parce que quand il revient vraiment, ou en tout cas quand il y a plus ou moins l'idée de Hugh original qui revient avec Amir, qui rigole, qui dit ouais, je me suis blessé la tête, mais c'est pas grave. Oui, effectivement, ils sont tous pareils, j'ai pu téléphoner, et qui va vriller parce qu'il va apprendre que Mike a eu une liaison avec sa femme. Ce sont plus des personnages que des scènes particulières. Je trouve que justement, les personnages amènent les scènes. Ouais, carrément. Le résultat, c'est le même, c'est Ouais. la scène que tu vas retenir. Mais je trouve la construction des personnages hyper bien faite dans le film. Cette évolution que tu vas suivre, c'est aussi le truc qui ne te permet pas de t'attacher. Moi, j'aimais bien Hugh au début, je l'aimais plus du tout à la fin. Emily, je l'aimais bien au début parce qu'en plus, c'est elle qui t'introduit dans le film. Et puis en fait, tu te dis, sa relation avec Kevin, la pauvre, donc tu as de l'empathie pour elle. Sauf qu'à un moment donné, elle aussi, elle fait des trucs pas top. Mais Et c'est à la fin, c'est encore pire, donc Mais c'est tu ça t'attaches qui pas est- à elle. mais c'est ça qui est trop fort Mais dans je ce suis d'accord, film. bien sûr. C'est que tu les aimes plus, mais parce que c'est plus les mêmes personnes. Alors oui, mais même après, par rapport à leurs agissements. Oui, mais Emily, c'est pas ça les reste- mêmes. Emily, oui. Emily reste la même personne. C'est la seule que tu suis véritablement, puisque tout le film t'est présenté à travers son regard à elle et ses actions Peut-être. à elle. C'est la Peut-être. seule qui est vraie, en quelque sorte. Et pourtant, non, moi je suis pas OK avec elle à la fin. Non, ça c'est sûr. Est-ce qu'on Elle fait parle, de... n'importe quoi à la Est-ce fin. qu'on parle de la fin, Ah, Yannick? vas-y, parlons de la fin. Alors moi, Je alors, si tu reviendrai sur d'autres scènes après, mais Ok, très parlons bien. de la fin. Alors, parlons de la fin. Alors, à la fin, ce qui se passe, c'est que justement, quand Emily en a marre d'évoluer dans ce groupe d'amis qui n'est plus un groupe d'amis, qui se tape dessus, d'avoir son mec qui peut-être ne l'aime pas, ou en tout cas est plus attiré par une Laurie, j'y reviendrai juste après par rapport à ça. Faut pas l'oublier non plus, parce que Emily, elle n'est pas toute blanche, la petite. Donc, quand elle va dans cette maison et qu'elle trouve le meilleur cocon qui lui est proposé, Ouais. elle va s'immiscer dans cette baraque et le premier truc qu'elle va faire, forcément, c'est pour pouvoir intégrer ce groupe, eh bien, il faut éliminer la Emily qui est déjà en place. Oui. Et là, du coup, on n'est pas OK avec ce Ah bah personnage. non, c'est Donc, clair. elle va rentrer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attendre que Emily sorte dans la voiture. Mhm. On n'a pas parlé de la bague, on en parlera On peut-être en un petit peu parlera, après t'inquiète, de la on va en bague. parler. Et quand Emily, la deuxième Emily, rentre dans la voiture pour prendre la bague dans la boîte à gants, la vraie Emily, celle que l'on suit depuis le début, va lui arriver par derrière, plaf, va essayer de l'empoisonner. Ouais. En tout cas, de Ouais, la de faire tomber l'endormir. dans les pommes, voilà. Mhm. Va l'enfermer dans le coffre de la bagnole et va rentrer dans la maison pour retrouver Kevin et lui dire tu as vu, j'ai remis la bague, etc., etc. Tout se passe super bien. Sauf que, un peu plus tard, Emily va revenir dans la baraque. Donc il va y avoir une nouvelle confrontation avec Ouais. les deux Emily. Elle va aller dans la salle de bain pour essayer de se planquer. Elle lui Celle qui, fracasser le crâne. ouais, celle qui était dans la bagnole, qui est à moitié ensuquée, qui n'arrive plus à tenir debout. Elle rampe dans la salle de bain et là, notre Emily originale va la suivre, prend un toc de Je crois que c'est le haut du WC. ouais, c'est l'eau du toilette, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, un Ouais. truc en En faïence, céramique, et ouais. va lui mettre un grand coup derrière la tête, boum, elle va la foutre dans la baignoire, La baignoire. fermer le rideau, redescendre dans le salon pour retrouver ses potes, tomber dans les pommes, et quand elle se réveille, la nuit est terminée, le jour est revenu, elle se réveille, elle se pose des questions, tout le monde autour vit sa vie normalement, ses potes sont toujours là, enfin les nouveaux potes en tout cas qu'elle s'est fait sont là, bienveillants avec tout le monde, ouais t'es tombé dans les pommes, ça va, tu vas mieux, super, je vais me doucher, prends-toi une douche, etc. Son mec il est là, ça va, on a eu peur pour toi, tout baigne, c'est merveilleux, jusqu'à ce que finalement à la fin, conversation avec Kevin reçoit un coup de fil, Bah, déjà là, elle se dit, mais pourquoi elle est pas dans la douche, l'autre? Ouais. Mhm. il y a déjà un petit problème. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Kevin reçoit un coup de fil, et puis il regarde, c'est toi qui es en train de m'appeler, et quand il décroche, on n'a pas la conversation, Il la regarde. mais il la regarde en disant oui, Émilie. Donc ouais, effectivement, il est en train de parler au double qui était mal en point juste avant. Et là, on a Émilie qui se dit bon merde, je suis grillé, et cut sur le film. Ouais. Donc ouais, à la fin du film, on a une Émilie qui est ni plus ni moins qu'une méchante finalement, qui va Ouais. en vouloir du mal à elle-même dans une autre réalité, à la pauvre Émilie qui n'a rien fait à personne et qui elle aussi est une Émilie parfaite entre guillemets quoi. Donc Ouais. là, on a un personnage qui est revanchard et on parlait d'envie un peu plus tôt. Ouais, pour arriver à tes fins, t'es prêt à tout quoi.
Alors, c'est un personnage complexe, Emily. Oui, Parce que, comme tous d'ailleurs. ouais, mais elle est très particulière. Je trouve que c'est celle qui est la plus approfondie. C'est-à-dire que Oui. elle a un conflit avec elle-même depuis le début. Oui. Voilà. Et c'est marrant parce que conflit avec elle-même, donc un conflit interne qui devient un conflit externe. Elle a un conflit avec elle-même, Avec elle-même. vraiment elle-même, Plus tard. physiquement plus tard. Exact. Son problème à la base, ce qui semble être le grand problème de son personnage, c'est qu'elle a du mal à s'engager. Oui. Et qu'elle loupe des opportunités. Bien amené, je profite de rebondir sur ça. C'est ce que je voulais dire un peu plus tôt en disant qu'on allait y revenir. C'est justement ça. On apprend que Kevin doit partir pour des raisons professionnelles au Vietnam ou en Thaïlande, je ne sais plus exactement, pour une durée de 4 mois. Et c'est aussi la raison de leur conversation au tout début du film dans la voiture. Kevin lui pose la question, est-ce que tu m'accompagnes ou pas? On voit que c'est compliqué pour Emily. Ouais. Et Kevin lui dit, mais même si tu viens juste un temps, peut-être juste un mois, ça suffit. Elle est hésitante. Ouais. Elle est hésitante, mais en fait, très clairement, tu vois que le personnage n'a pas vraiment envie d'y aller. Alors, est-ce qu'elle n'a pas envie d'y aller parce qu'elle a peur de l'engagement? Oui. Ou est-ce qu'elle n'a pas envie d'y aller parce que la destination l'intéresse pas? Ça, c'est pas explicité dans le film, Ouais. mais t'as un personnage, en tout cas, qui émet des réserves par rapport au mec qu'elle aime. Oui, mais c'est à mettre en parallèle aussi avec ce qui lui est arrivé en tant que danseuse. Ouais. C'est-à-dire qu'elle devait être la doublure d'une danseuse. Elle l'a refusé parce qu'elle voulait pas être la doublure. La danseuse en question a eu une nouvelle doublure et puis ensuite, elle a eu un problème physique. C'est ça. Donc l'autre l'a remplacée et est devenue une grande star. Voilà, une grande star de la danse. Donc opportunité loupée. C'est ça. Et t'as l'impression qu'en fait, c'est une fille qui loupe toutes les opportunités de s'engager dans quelque chose qui la ferait grandir, quoi. C'est quelqu'un qui loupe tout, quoi. Ou alors, tout simplement, c'est juste quelqu'un qui a pas de bol. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle a quelque chose de bien qui lui arrive, il se passe un truc qui fait que ça va lui passer sous le nez. Peut-être, moi j'ai l'impression... un chat noir. Le fameux. Le fameux chat noir dans la boîte. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, à la fin, se dit « En fait, j'en ai marre de tout louper, quoi. J'en ai marre, j'ai loupé ma vie de danseuse, alors il faut que je trouve ma vie, et c'est maintenant que je vais aller la chercher, et rien ne m'arrêtera parce qu'il y en aura le cul, quoi. » Peut-être, effectivement, du coup, quelqu'un qui est un peu revancharde par rapport à la vie. C'est-à-dire, maintenant, j'en ai marre de me faire piétiner, je vais prendre moi les devants. Voilà, j'en ai marre que mon compagnon, il raconte des histoires avec son ex, j'en ai marre que son ex, elle soit encore là en train de tourner autour, j'en ai marre d'être le dindon de la farce, quoi, tu vois, et d'être dans une vie qui apparemment n'est pas palpitante pour mon mec, voilà. C'est ça. Bon. Je ne justifie pas ses actes. Hein. Non, elle fait n'importe quoi à la fin, concrètement. C'est pas qu'elle fait n'importe quoi, mais à la fin, elle fait du mal. Oui, mais elle fait du mal. Mais en plus, comment est-ce qu'elle va se satisfaire de cette situation? Tu peux pas vraiment. Ben non. T'es pas toi. Ouais, voilà, t'es pas toi et t'es pas avec les vrais gens, quoi. Non, c'est ça. C'est toi, finalement, qui deviens l'antagoniste du truc. Ouais. Et l'alien, quoi. Ouais, mais c'est ça. Même si, quelque part, tu peux le comprendre. Et comme tu as dit, voilà, je prends une revanche sur la vie, je suis dans une situation où là, ça capote, il n'y a qu'une seule manière de retrouver le bon chemin, on va dire, c'est de prendre les choses en main, par n'importe quel moyen qui me sont proposés. Donc, le problème, c'est qu'à un moment donné, tu vas devoir éliminer la personne que tu vas remplacer. Ouais. Après, voilà, je trouve que les autres personnages servent bien l'histoire, Mike, Hugh, tout ça, mais Emily, elle donne toutes les meilleures scènes, je trouve. C'est celle que tu suis, forcément, c'est celle qui a le plus gros centre d'intérêt dans le film. Ouais, je vais parler de 2-3 scènes. Donc, il y a déjà au début, quand Emily, justement, elle raconte l'histoire de la femme en 1923. C'est vrai, on a qui dit aux autorités que l'homme avec qui elle naît n'est pas son mari. Parce que, genre, tu te dis, pourquoi c'est bizarre, pourquoi elle le reconnaît plus? Et elle dit, parce que mon mari, je l'ai tué hier. Donc, ça peut pas être lui, quoi. Sauf qu'ils peuvent pas l'arrêter parce que le mec, il est vivant, quoi. C'est ça. c'est vrai que cette anecdote qui est balancée comme ça au milieu du film, déjà, c'est fun à écouter, c'est chouette. Et puis, ça fait écho au film. Il y a une explication à la fin. Putain, ouais, exact. En fait, ils sont dans ce truc-là, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais arriver à ma scène préférée après, mais je vais parler d'autres scènes d'abord. Il y a le moment où Amir, il propose de mettre un objet d'identification dans la boîte. Et que chacun a un exemple différent à ce moment-là, tu vois. Donc M, elle dit comme une raquette de ping-pong, et Amir, il dit ouais, voilà, exactement. Mais genre, il le dit un peu de façon désinvolte à ce moment-là, tu vois. Et elle le regarde comme ça, elle fait bah ouais, exactement. Et genre, là, à ce moment-là, première fois que tu vois le film, tu peux pas comprendre, tu vois, ce qui se passe. Mais à la relecture, putain, c'est génial, quoi. Je trouve c'est trop fort, quoi. Tu comprends, tu vois qu'il y a un personnage, Emily, qui a compris le problème de la situation, et tu vois que Amir, il se fait griller parce qu'il vient pas de cette réalité. Mais c'est même pas il sait même pas ce qu'il est en train de, il comprend pas qu'il est en train d'être grillé, quoi. Il sait même pas qu'il est dans la mauvaise maison ni rien, tu vois. C'est juste qu'au moment où il tilte pas,
qu'elle donne l'exemple du début, Mhm. elle se rend compte, putain, il a pas tilté. Non. Il a pas, enfin, bien sûr, raquette de ping-pong, on devrait tous être en train de dire, ah ouais, La raquette de mais sauf ping-pong. que tout le monde dit un truc différent. Et oui. Et là, elle fait, oh putain, et il y a personne d'autre qui s'en rend vraiment compte et tout, c'est, trop bon cette scène. Putain, j'adore. Et aussi le moment où elle check les chiffres Ouais. et qu'elle se rend compte que c'est pas la même maison. Non. Quand ils sont sortis, ils sont revenus dans un autre truc. Trop bien. La scène, même la musique et tout, dans cette scène, sa façon de prendre du recul, de regarder tout le monde, alors que les autres sont, je le rappelle encore une fois, tous en train d'improviser leur truc. Et elle est là, elle regarde, et elle est en train d'improviser son truc aussi, la meuf. Putain, c'est génial, quoi. Elle est là en train de vivre la scène comme elle doit être vécue, comme elle doit être racontée dans l'histoire, mais elle le vit pour de vrai, quoi. Ouais. Tu vois, elle est là en train d'halluciner. Enfin, c'est trop fort. Et je trouve, alors pour moi, la meilleure scène du film, sans aucun doute. Alors, la scène de la porte dont j'ai parlé, où il y en a un qui veut sortir et l'autre ne veut pas le faire sortir, c'est du génie. Mais la scène de la voiture, donc quand elle va chercher la bague, Exact. et donc elle récupère la bague dans sa boîte à gants, et là, elle voit Kevin qui vient lui parler. Elle dit, ah, j'ai récupéré la bague, que lui, il a une réaction un peu pas celle qu'elle attendait. Et après, elle dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture de Hugh? Et il lui dit, mais de quoi tu parles? Elle fait, ben, vous venez juste d'aller voir ce qui s'est passé. Là, il répond rien. Juste, il se regarde. Putain! En plus, il a une tête à ce moment-là où tu te dis, lui, en fait, il a compris qu'elle vient de comprendre. Et là, tu te dis, lui, c'est méchant. Ouais, t'as l'impression qu'il le savait déjà, lui, à l'avance. Mais c'est parce que c'est filmé aussi, genre déjà, la lumière, t'as l'impression qu'elle vient d'en bas, comme si il avait une torche comme ça, donc lui, ça fait peur. À ce moment-là, il est le méchant dans le film. Ouais, mais alors, tu le vois dans son regard et juste tout. pour revenir un petit peu par rapport à la bague, il me semble qu'à ce moment-là, exactement, quand elle sort avec la bague, lui, il reconnaît de suite la bague en disant, oui, c'est la bague qu'on avait à ce moment-là, que je t'avais offerte. Ou c'est elle qui lui dit, tu te rappelles cette bague? Et lui dit, oui, je me rappelle très bien au moment où je te l'ai donnée, c'était pendant la... C'est pas à ce moment-là qu'il le dit. Hein. Si. Que du coup, tu te dis, ouais, bon, il se rapproche, Kevin et M, c'est cool. Et c'est là qu'après, elle lui parle de la voiture et que lui, il est distant. Oui, t'as l'impression qu'ils se sont rapprochés d'un coup et là, tout d'un coup, bam. Il s'écarte physiquement, elle recule, elle retourne dans la maison et quand elle retrouve son Kevin, entre guillemets, et qu'elle lui dit, tu as vu la bague? Et lui dit, qu'est-ce que c'est cette bague? Je me rappelle plus. Pour elle, à ce moment-là, il y a eu un ascenseur émotionnel de fou. Oui. Le mec qui a reconnu la bague, donc l'homme qui aime Emily, finalement, c'est pas le mec de la réalité qu'elle vit elle, et le mec qui est dans sa réalité à elle, c'est un mec qui s'en fout complètement de ce truc-là, qui est complètement anecdotique. Ah oui, c'est vrai, la bague, bon, ok, d'accord. Donc ça. Et donc encore une fois, c'est toujours pas le bon, quoi. C'est pas le bon. Ça fait longtemps que c'est plus le bon déjà. C'est pas le bon finalement parce qu'effectivement, il est attiré pas spécialement. Enfin, c'est pas qu'il est attiré par Laurie ou qu'il n'est pas attiré par Emily, mais voilà, leur relation, elle accorde beaucoup plus d'importance à tous ces petits détails. Lui, finalement, il s'en fout, quoi. Mais bon, parce que il a un bâtonnet bleu, et ben il est vu comme le normal. Comme le mec alors normal. Que ça l'est pas forcément, quoi. Non, c'est ça. Bah, c'est comme dans n'importe quelle relation. Des fois, tu es fait pour être avec la personne qui t'accompagne, et puis finalement, tu dis peut-être non, alors tu vas aller en chercher une autre de personne. Mais cette scène où franchement, qui lui dit mais je sais pas de quoi tu parles, et qui se regarde. Putain, et ils se contemplent tous les deux. Mais lui, il tient le regard. Lui, t'as l'impression qu'il comprenait déjà à la base, mais t'es même pas sûr. Peut-être que lui aussi, il réalise sur le coup ce qui est en train de se passer. Et que là, tout ce qu'ils font, c'est se séparer petit à petit, que lui commence à se fondre un peu dans l'obscurité. C'est surtout elle qui s'en va, qui s'écarte. Lui, il reste, lui, il bouge pas. Lui, à ce moment-là, t'as vraiment le truc de te dire, putain, mais en fait, dans cette réalité-là, la deuxième réalité, donc, ils sont tous fous, c'est des psychos, quoi, les gars. Ouais, mais pourtant, pas forcément. Non, mais c'est la mise en scène fait que, exactement, la mise en Ouais. scène fait que tu as des doutes sur eux. Ouais. Mais putain, franchement, la première fois que j'ai vu le film, j'ai vu cette scène, j'ai fait, et après, quand j'ai su que c'était improvisé, mon gars, c'est bon. Vraiment, alors, je vais pas dire chef-d'œuvre, hein. Je vais pas dire chef-d'œuvre. Ça se réserve pour certains films qui vont au-delà, je pense. Je dirais pas chef-d'œuvre non plus. Mais putain, c'est une expérience, ce film. C'est quand même quelque chose d'unique dans le monde du cinéma, quoi. Surtout, ce qui est cool, c'est de te dire que avec peu de budget, avec une idée qui est bien tenue, effectivement, la manière dont tu as dirigé tes acteurs, de toute façon, c'est essentiellement ça. Enfin, très souvent, un grand film, c'est une alchimie de plein de trucs. La direction des acteurs de par ton réalisateur, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, tous ces petits trucs-là, tu te dis que, faire un bon film, c'est pas que des gros trucs hollywoodiens avec des millions de dollars, avec des acteurs hyper connus, avec des réalisateurs de malades qui vont faire des effets spéciaux dans tous les sens. Tu peux avoir des trucs faits simplement,
avec conviction, avec envie, avec intérêt, C'est clair. bien mené. Mais ouais, petit film à petit budget, dans un seul espace. C'est un film de science-fiction qui a 0 effet spécial. Et pourtant, tu crois en la comète. Tu Mais crois qu'elle est carrément. au-dessus de Alors, la maison. oui, il y a une comète qui est faite, tu dois avoir un peu de CGI vite fait. Ah non, tu mais dois avoir un sans peu- l'avoir vu, rien qu'ils en parlent, Ouais. tu crois qu'elle est là, Tu quoi. crois qu'elle est là, Ouais. effectivement. Et tout le truc se tient, alors que visuellement, il n'y a rien. Y a Il y rien. a une baraque, il y a un Mm. peu de lumière, il y a un peu de. Pas de lumière, quand Ouais. ils sont à l'extérieur. Et point, ça marche. C'est Il y a clair. besoin de rien de plus. Une Ouais. petite boîte avec une raquette de ping-pong, un sous-verre, un singe et 2 bâtonnets lumineux, basta, quoi. Ouais. Et t'as un film de SF qui se tient, qui est hyper intelligent, en plus, qui te questionne même sur toi-même, qui va au-delà juste de la simple narration avec une comète qui passe et des mecs qui vont se taper sur la gueule. Après, tu te poses aussi des questions, tu te mets un peu à leur place, même si tu es distant pendant tout le film. En tout cas, moi, personnellement, pendant tous les visionnages que j'ai pu faire par rapport à ce film, j'ai toujours été distant au perso, Mhm. parce que aussi, je trouve que la mise en scène fait cet effet-là, Ouais. te donne ce truc en te disant, tu vas pas te rapprocher d'eux, et du coup, c'est cohérent avec le film, Ouais. voilà, sans mauvais jeu de mots. Mais ouais, je suis friand de ce type de film, voilà, des petites perles, des petites pépites comme ça qui débarquent de nulle part, Ouais. qui font pas trop de bruit. Ça, c'est un peu le gros problème d'ailleurs du film. En Ouais. France, il a été très mal distribué. Ouais. C'est hyper complexe de se le procurer en DVD, en Blu-ray ou autre. D'ailleurs, je crois Mm. qu'il n'y a même pas eu de version Blu-ray de ce film en version française. Et je crois même qu'il n'est pas sorti au cinéma, Et ouais. me semble-t-il. Et ouais, bah, s'il n'y a pas de vérifier. budget, il n'y a pas de distribution, quoi. Exactement. Et alors que ce film, il a une raison d'exister. Ah, et il c'est a- un film qui fait de l'ombre à beaucoup d'autres. Et Il est unique, hein, ouais, franchement. et puis en plus, il est clair. Parce que tu as aussi des films, des fois. Alors, on revient un petit peu sur ce qu'on a pu dire à un moment donné sur les films de Christopher Nolan. Mais tu as des films qui se veulent très complexes, Mm. qui ont des sujets qui vont très très loin, qu'en plus on essaye de rationaliser un maximum avec tout un tas de théories mathématiques. Là, tu as un truc qui se tient tout seul. Ok, tu as la pensée de Schrödinger qui est derrière, mais bon, ce truc, une fois qu'il est exposé, basta, tu continues et le film, il est limpide. Tu peux Carrément. le comprendre, il Mm. est facile d'accès. C'est joli, c'est un chouette film. J'y reviens encore une fois. Mhm. Le film serait peut-être bien Mhm. si le scénar était ce qu'il était. Oui. Mais pour moi, ce qui l'élève au rang de film exceptionnel, Ouais. c'est l'état improvisé de la chose, quoi. C'est les conditions dans lesquelles il a été fait, Oui. qui sont palpables une fois que tu le sais. Tu vois, même c'est palpable avant, mais une fois que tu le sais, tu te dis, t'as la coupure de courant, ils l'ont subi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment en train de manger autour d'une table. Surpris. Il y a eu coupure de courant, ils ont fait Ouais. ils ont gueulé parce qu'ils savaient pas ce qui se passait. Exact. Et ils étaient là en train de dire ouais, qu'est-ce qui se passe. Et tu sens la panique, c'est de la panique, Ouais. c'est de la réelle panique, quoi. Alors, ce truc-là, je vais parler d'un autre film aussi. Peut-être effectivement que l'improvisation, ou en tout cas le fait que certains acteurs ne soient pas au courant de certaines scènes, rend les scènes encore plus vraies. Oui. Je vais faire justement le parallèle avec le film Alien de Ridley Mhm. Scott, sorti dans les années fin 70. J'ai jamais Je sais plus entendu parler. De Alien. Tu viens de quelle C'est réalité bien ou toi pas aussi, sans déconner. Le mec qui débarque la grotte de Platon. Quoi qu'il en soit, la fameuse scène où le chestbuster contamine John Hurt et qui fout le camp, bon, tout se passe bien, lui, il revient à la vie, entre guillemets, tout le monde est content, et Mhm. on se retrouve dans une scène, la fameuse scène où ils sont tous en train de dîner, justement, dans le vaisseau, dans le Ouais. Nostromo, jusqu'à ce que, justement, il y a un pépin. On voit que le mec, il se comporte pas bien, qu'il est en train de convulser, et qu'on a l'alien qui sort, justement, et qui va grandir par la suite. Ouais. Cette scène-là, pas tous les acteurs autour de la table étaient au courant de ce qui allait se passer. D'accord. Donc, quand justement l'acteur commence à convulser, t'as l'inquiétude qui apparaît sur le visage des acteurs. Ouais. C'est une inquiétude qui est réelle. Il y a les persos qui savaient pas ce qui allait se passer. Donc, au début, c'était ouais, il est en train de faire le con, ou est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, jusqu'à ce que craque, il y a la ligne qui sort. Et quand tu vois le gros plan sur le visage du personnage de Lambert, qui hurle à ce moment-là, elle crie pour de bon, parce qu'elle a vraiment peur, quoi. Elle se dit, putain, qu'est-ce que c'est ce truc-là, quoi. Donc, ouais, effectivement, peut-être que le secret de, on va dire, d'une certaine réalité que tu peux voir qui peut transpirer d'un film, c'est peut-être aussi lié à l'improvisation parce que tu as des acteurs qui sont au courant ou pas. Ouais. T'en as plein des films, je sors Alien parce que c'est une référence que tout le monde connaît, mais il y a plein de films qui ont joué sur ça où les réalisateurs n'ont pas tout dit aux acteurs et Ouais, puis ils ouais. ont surpris à un moment donné pour que ce soit plus vrai Ouais. dans le jeu. Mais là, Mm. c'est tout le truc, quoi. Mais là, c'est tout le film qui est C'est basé tout sur le ça, truc, c'est- avec on en tous a les pas- acteurs. On n'en a pas parlé, mais le moment où il écrit, donc Hugh, il écrit la note, Oui. et que la note, pendant qu'il est en train de l'écrire, se retrouve sur leur porte, Ouais. et que eux, ils découvrent ça. Donc, alors, ça a dû être monté à la base avec Hugh pour qu'il écrive la note, et qu'après, ils lui ont dit écris comme ça. Voilà, réécris là dans le truc. Ou peut-être qu'ils l'ont fait, genre, ils ont fait tourner la scène plusieurs fois, et qu'il a réécrit la note sans savoir qu'elle allait réapparaître, tu vois, Peut-être. pour pas le mettre dans le truc et tout, tu vois. J'aimerais bien savoir d'ailleurs ça. Mhm. Mais ils ouvrent la porte et il y a la même note que le mec il a dans la main.
Mais quand t'es un acteur et que t'es en train de faire ça, tu fais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire, ces C'est cool, hein. enfoirés, quoi. C'est cool, hein. Ah, c'est génial, c'est génial. Les coupeurs de courant, Mhm. les gens en double, les boîtes avec des trucs dedans, des photos d'eux-mêmes, et Ouais. c'est incroyable, incroyable. Donc voilà. Un film qu'on conseille, Ouais, un que je film qui est vraiment conseille sympa. absolument. Ouais. Alors, il y a deux petits trucs sur lesquels je voudrais revenir. Je t'en prie. La toute première, tu viens de parler de doublure, c'est pour ça. La notion de doublure dans le film est également présente physiquement. M, qui était donc la doublure de la grande danseuse, comme on a dit un peu plus tôt. Ouais, c'est vrai. Mike, qui a joué le rôle d'un personnage fictif dans une série oubliée, comme on disait aussi un peu plus tôt, que Laurie a balancé. Ouais. Et que Laurie, donc, est l'ex de Kevin. Mais par rapport à ça, il y a un truc aussi qui est... Alors, du coup, c'est plus une question de doublure, mais il y a un truc qui a fait écho à la vie réelle, en fait, Mhm. celle que nous vivons, nous, par rapport au personnage de Nicolas Brandon. Ce qui est assez drôle, c'est que Mike, dans le film, c'est un personnage qui est un peu dépressif, qui se remet à boire, donc on apprend qu'il était un peu alcoolique à un moment donné, en tout cas, Ouais. il était porté sur l'alcool, Ouais. et qui se remet à picoler pour s'oublier tout ce bordel qu'il est en train de vivre avec ses potes. Le film a été réalisé en 2013. En 2015, donc Nicholas Brandon, le vrai acteur du film, à la suite de divorce, remariage, redivorce, il est tombé dans une dépression qui avait déjà commencé à la fin de Buffy contre les vampires. D'accord. Donc quand il parle aussi que c'est un acteur de seconde zone dans la fameuse série Roswell que tout le monde a oublié, lui, Buffy, on l'a pas oublié. Par contre, lui, à la fin de la série, il a mal vécu ce truc. Il est tombé dans l'alcool aussi. C'est un truc qui a ressurgi plus tard en 2015. Alcoolisme, il est retombé aussi dans la drogue, il a fait une grosse dépression, il a pété un câble. Mais ouais, c'est un mec qui a mal vécu à un moment donné ce qui s'est passé dans sa vie par rapport à son état d'acteur. Et tu peux aussi voir le truc en disant putain, en fait, ce qu'il vit dans le film, il a vécu plus tard dans ce truc-là. Prémonitoire. Ouais, peut-être. Et alors après, il s'en est ressorti et apparemment, il a replongé là il y a quelques années encore, en 2019 ou quelque chose comme ça. Et bref, c'est un mec qui est pas bien dans ses baskets, quoi. Donc, ouais, il y a aussi ce truc-là, quoi. Tu te dis que bon, des fois, ce que tu vois dans les films. Ouais, c'est Alors fou, peut-être hein. qu'ils ont construit son personnage par rapport à cette histoire-là avec Buffy contre les vampires. Ça, j'en suis persuadé. Bah déjà, les personnages ont pratiquement tous le prénom que les C'est leur, acteurs. voilà, c'est Sauf c'est leur Kevin. prénom. Sauf Kevin, qui n'a pas le même prénom, Ouais. et, Et- Alex Manigan, donc Amir, Ouais, Amir. qui n'a pas Voilà. le même prénom. Mais sinon, c'est tous un diminutif de De leur leur vrai vrai prénom. Mm. Mais effectivement, donc pour ce pauvre Nicolas Brandon, tu te dis, bon, la fiction a rattrapé la réalité. Ouais. Et, Mais carrément, mais dans Le tout le pauvre. film, je trouve que ce thème-là est totalement repris. Hein. Comme tu dis, ils ont tous leur doublure. Mhm. Ils ont tous voilà, une réalité différente. Et en plus, c'est servi par cette improvisation qui est eux, mais en acteur. Mais eux, mais en acteur. mais en acteur, tu vois, mais eux quand même, etc. etc. Et le dernier truc, alors là par contre c'est plus visuel, donc malheureusement ça sera... Je vous invite à regarder sur le net pour suivre mes propos, mais la communication visuelle pour ce film, alors notamment aux États-Unis, donc on va parler directement des affiches de films, on en a parlé à plusieurs reprises, Ouais. les affiches c'est un truc qu'on aime bien. Il y a toute une série d'affiches qui sont sorties pour le film. Elles sont officielles, celles-là, dont Ouais, tu vas ce sont, parler ce sont vraiment des affiches officielles. C'est les affiches américaines du film. Ouais. Alors, rapidement, comment c'est présenté? On a une photographie qui est prise, on va dire, au-dessus d'une table. Yes. On voit un set de table avec, il y a de la bouffe tout autour. Il y a une nappe, il y a des assiettes, c'est plutôt blanc, avec un espèce de vignettage un peu sombre. Et au milieu, on a un set de table qui est vert, avec des objets qui sont disposés parfaitement symétriques. Mhm. Donc, on a un petit tube de lumière bleue, une fourchette, on a la raquette de ping-pong en plein au centre, un couteau, et après, on a une petite seringue juste à côté. Sauf que il y a certains éléments de l'affiche qui changent en fonction de certaines affiches, tout simplement. Donc, à la place de la raquette de ping-pong, sur une autre affiche, on a un sous-verre. Sur une autre affiche, on a un petit globe. Sur encore une autre affiche, on a un petit singe en peluche. Donc, tous des objets que l'on retrouve dans le film dans les différentes boîtes. Ouais. Et les bâtons de lumière, sur certaines affiches, c'est soit rouge, soit c'est bleu. Et du coup, ça crée, là encore, il y a différentes affiches. Une réalité, en fait, qui va comme ça se décaler d'une affiche à une autre. Après, il y a d'autres affiches qui sont destinées à d'autres pays. Alors, il y a une affiche qui est, alors, il me semble que c'est finlandaise ou norvégienne, je ne sais plus. Mais voilà, on a les têtes de tous les acteurs. Imaginez en fait deux photographies réunies en une seule avec un léger décalage au niveau du visuel. Donc, ça crée une tête en fait qui n'est pas vraiment le même visage. Mhm. Il y a une autre affiche qui est plutôt sympa. En fait, c'est que des tubes de lumière qui sont photographiés en perspective. C'est que des lumières bleues avec un bâtonnet de lumière rouge en plein milieu. Et le après, méchant. Le méchant qui est en plein milieu, voilà. Et après, il y a une dernière affiche. Alors, il me semble que c'est vraiment pour le côté européen, celle-ci, Ouais. avec deux têtes de Emily, une à l'endroit, l'autre à l'envers, qui se regardent toutes les deux.
et avec exactement, de manière symétrique, le texte écrit à l'endroit et le texte écrit à l'envers, en haut et en bas de l'affiche. Et la seule chose qui diverge entre les deux visages et tout ça, c'est la comète qui passe sur juste un visage de Emily. Donc même sur ça, ils ont joué la carte des différences, et ouais, ça suit le propos du film, et c'est top, quoi. Ouais. Des petites idées toutes simples, comme le film en fait, mais qui sont bien présentées. Comme le film en lui-même. Exactement. Très bien. Bon, qu'est-ce que tu vas me proposer la semaine prochaine ? Alors pour la semaine prochaine, on va doucement sortir des huis clos, quoique, on en parlera la prochaine fois, Ouais. mais tout en restant dans, on va dire, une certaine philosophie, psychologie, au niveau de l'intrigue. Très bien. Je te propose de regarder Moon, je ne sais pas si tu l'as vu, Je l'ai pas vu. un film de science-fiction britannique écrit et réalisé par Duncan Jones, sorti en 2009, avec notamment Sam Rockwell dans le rôle principal. D'accord. Un film qui traite d'isolement, de solitude et d'autres mystères. Toute ma vie, quoi. Si tu dis quoi, la Lune? Très bien. Sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des commentaires ou un petit message à nous faire passer, surtout n'hésitez pas, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram ou alors à l'ancienne par mail à l'adresse podcast@cinemanonyme.com. On vous lira et on vous répondra, bien entendu. Et au prochain épisode, Yann nous dira ce qu'il a pensé du film Moon et m'en proposera un autre dans la foulée. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine Ah, merde. prochaine. Quoi ? Putain, mon téléphone, il a pété.